Bien sûr que la majorité des artistes travaillent sur commande et font pas des trucs qui leur semblent extrêmement intéressants, mais n'empêche que sur leur temps libre, parce que en fait, cet argent que tu gagnes, ça te permet d'avoir du temps libre, ben, ça te permet de faire d'autres choses, tu vois, d'avoir des actes politiques. Moi, pour moi, Vlan, c'est un acte politique. Mon bouquin, c'est un acte politique. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Grégory Pouy. Et si vous êtes du genre à écouter de nombreux podcasts, Grégory, vous le connaissez très certainement car il a créé le podcast Vlan, un podcast pour mieux comprendre notre société à travers le lien. Le lien à soi, aux autres et à la nature. Et si vous suivez Sens Créatif depuis longtemps, le lien, vous savez à quel point c'est important pour moi. Tisser du lien, construire des ponts et nous inviter à sortir de nos chambres à écho, ça fait partie des choses qui m'animent. Ça me pousse à sortir du lit le matin. Et ça tombe bien, vu que pour Grégory, c'est pareil. Alors oui, Grégory n'est pas un créateur d'images comme bon nombre de mes invités, mais son message d'engagement, notamment d'un point de vue écologique, s'adresse à tous. Et notamment aux artistes. Comme disait Abdelmalik dans son interview sur Vlan, justement, un artiste a le pouvoir de sortir de la victimisation et de construire des figures de héros, qui permettront notamment aux plus jeunes de se construire positivement. Un artiste qui raconte son histoire, c'est quelqu'un qui se réapproprie son destin. Et en le partageant, il nous permet à tous de changer. Et donc, d'écrire une nouvelle page d'histoire avec un grand H. Un nouveau mythe de société, comme dirait Grégory. Mieux comprendre les enjeux culturels, économiques et écologiques d'une société qui bouge, ça fait partie des sujets qui passionnent Grégory. Et en les partageant au plus grand nombre, il nous permet à tous de mieux appréhender le monde qui nous entoure et donc de nous réapproprier notre part de responsabilité et donc de nous engager individuellement et collectivement. Dans cet épisode, Grégory nous parle de son livre Insoutenable Paradis, avec le sous-titre qui l'accompagne, Écologie et mode de vie, réagir sans tout sacrifier. Un livre qui m'a personnellement beaucoup impacté et que je vous invite à lire. Mais on discute également de son rapport à la critique en tant qu'auteur, de l'importance d'apprendre à vivre avec ses paradoxes, du rôle des artistes dans la construction de ce nouveau mythe de société, ainsi que de la différence entre militantisme et engagement. Et comme Grégory travaille également dans le domaine du marketing, j'en ai aussi profité pour lui poser quelques questions à ce sujet-là. Alors, sans plus tarder, je vous laisse écouter ma discussion avec Grégory Pouy. Bonne écoute. Bon ben Greg, bienvenue sur Sens Créatif. Ben, merci. Merci de me recevoir. Je suis ravi de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Ça va être très chouette. Je commence toujours, alors comme dit, on suit le flow, mais je commence toujours mes interviews avec la même question. Donc si tu pouvais brièvement te présenter et puis me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin. Ah, me présenter, je suis un être humain. C'est déjà pas mal. Yes. Je ne suis pas un extraterrestre. Yes. Et tu n'es pas défini par un titre ou... En fait, c'est une manière assez classique de se présenter, de dire... en fait, c'est comme ça qu'on se rend dans la société aujourd'hui, c'est-à-dire... alors, tu peux mettre des petites tu vois, pas flagorneries, mais des petits trucs en plus, tu vois, genre, j'ai des enfants, et bon, ce qui n'est pas le cas, mais... voilà, je voudrais vous parler de ma femme, elle est incroyable. Bon. Non, moi, ce que je fais, donc, j'ai ce podcast qui s'appelle Vlan, je viens d'écrire un bouquin qui s'appelle Insoutenable Paradis, et en fait, ce que j'essaye de faire, je crois, c'est de transmettre au plus grand nombre et de créer du lien entre les gens. Et je le fais donc à travers ce podcast, à travers ce livre, et puis à travers mon métier où j'accompagne des grandes entreprises dans leur compréhension du monde qui bouge et du coup dans leur stratégie, principalement dans le marketing et la communication. Voilà, je fais ça et puis après du coup je donne des cours aussi dans des écoles et puis j'aide quelques associations et puis voilà, et puis je discute avec plein de gens géniaux. Ouais. Est-ce qui te motive à sortir du lit le matin ? Ce qui me motive à sortir du lit ce matin. En fait, je pense qu'on a tous plus ou moins une appétence au bonheur. Et moi, j'ai cette chance d'avoir une super appétence au bonheur, donc je me réveille toujours du bon pied. C'est très rare, enfin ça peut m'arriver évidemment d'avoir des mauvaises nuits, mais quand même très majoritairement, je suis heureux. Donc le matin, je suis en forme en fait. Moi, j'ai pas ce truc de ah ouais, mais si j'ai pas pris mon café, moi je me réveille, je suis hyper heureux. Donc ce qui me motive, c'est juste d'entamer ma journée en général. Et effectivement, j'ai pris cette liberté qui est aussi un risque d'être indépendant. Et par conséquent, mes journées ne se ressemblent pas vraiment l'une de l'autre.
Donc, j'ai toujours un highlight dans la journée, un truc qui va être trop cool. Et le soir, en m'endormant, je réfléchis à tous les trucs cool qui se sont passés. C'est une bonne philosophie de vie, ça. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, je crois que tu peux toujours regarder le verre à moitié plein, à moitié vide, etc. Mon expression. Mais n'empêche que c'est vrai. C'est-à-dire que juste, alors moi, je fais pas l'exercice de l'écrire. C'est vrai qu'idéalement, il faut faire ça, mais moi, je le fais pas. Mais juste de penser à ce qui s'est passé de positif dans ta journée, juste de penser à ce qui va être positif dans la journée qui vient. Et parfois, il y a des challenges. Parfois, il n'y a pas des choses positives, tu vois. Et parfois, c'est de la merde qui arrive. Enfin, tu vois, t'es super stressé parce que... Et puis, surtout, enfin, tu vois, même si je pense que les accords Toltec, c'est un petit peu compliqué d'y accéder, mais tu vois, on présume énormément de choses. Tu fais, oui, mais avec mon boss, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça, je vais rencontrer telle personne, ça va se passer... En fait, t'en sais rien. J'avais une amie là qui me disait putain, ça fait une semaine, j'arrive plus à dormir, j'ai peur de mourir seul. Wow. Et je disais, bon, alors d'abord, on meurt toujours seul. En réalité, je veux dire, t'es toujours seul face à la mort. Mais surtout, il n'y a pas de raison que tu arrives. En fait, t'en sais rien. Ça sert à rien d'assumer un truc pareil parce que tu te rends malheureuse. Alors qu'en réalité, tu sais pas. Donc, ça sert à rien d'aller. Et en fait, on fait tous souvent ça. Alors, pas forcément en allant jusqu'à la mort, mais même si c'est la peur ultime qui nous fait, qui fait pas mal qui fait qu'on fait pas mal de choses dans un sens ou dans l'autre. Mais on présume énormément. Et dans ta journée, bien sûr, tu présumes des choses qui vont mal se passer. Et parfois, tu es surpris. C'est aussi une manière de se protéger, de dire ça va mal se passer, et puis à la fin, ça se passe bien. Et puis bon, donc du coup, tu te rassures. Et puis, il y a des gens qui, effectivement, voient les choses de manière négative. Et ça, c'est compliqué. Et ce qui est important, c'est pas tant ça. L'important, c'est d'avoir conscience que toi-même, tu as tes biais. C'est-à-dire, en fait, on a tous des névroses. C'est vachement important de les connaître et de t'en amuser, en fait, de les observer. Tu fais, ah putain, là, je refais la même connerie, en fait. Tant que tu fais ça, c'est bien. En fait, moi, je crois que ça va. Comment tu t'amuses de tes névroses? Eh ben, en les observant. Ouais. En fait, parce que souvent, on a des schémas répétitifs. Donc déjà, il faut les reconnaître. Ça peut passer par juste s'observer. Ça peut aussi passer en demandant à ses amis s'ils sont assez honnêtes pour te le dire. Et après, comme tu les reproduis, parce qu'en fait, inévitablement, tu vas les reproduire, tu peux t'amuser. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir un peu de recul et d'humour sur toi-même. Tu vois, dire, tiens, là, je suis en train de refaire la même chose. Ouais. Et après, en fait, en réalité, ce qui est bien, c'est que quand tu reconnais ce qu'on appelle tes ombres, tes dark side, tes névroses, en fait, tu les corriges. Pas tu les changes, mais tu les corriges au fur et à mesure. Le dark side, mais je t'en avais déjà parlé en MP sur Instagram, c'est grâce à Vlan que... Ah, c'est vrai. Je suis ravi alors. Que ce concept est venu à moi. Et j'en avais vraiment besoin, en fait. Parce que, tu sais... en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'illustrateur, en tant que créatif ou quoi, on aspire à, comme beaucoup, dans quel que soit le domaine, à une certaine réussite, à réussir à atteindre cet idéal qu'on... Qu'est-ce que la réussite ? Ouais, voilà. C'est une vraie question. Et c'est tout le côté lumineux, quoi. Tu sais, genre, le bon côté, genre... à s'améliorer, etc. Le développement personnel, un sujet que tu connais aussi bien. Et j'étais arrivé à un moment dans ma vie quand j'ai entendu cette interview avec Jerry Hyde sur ton podcast, où j'étais genre, il faut vraiment que je fasse un travail à ce niveau-là. Ça a été l'impulsion pour faire un travail thérapeutique. Et c'est pour ça que quand tu es venu sur le sujet du Dark Side, j'ai genre oui. oui. Mais tu as lu un bouquin sur le sujet ou pas? J'ai pas lu un bouquin. Je t'en passerai un, j'en ai un. J'aimerais bien lire The Book of Sin. Alors, The Book of Sin, mais moi j'en ai un autre en français que je te donnerai. J'en ai plusieurs super. exemplaires. Cool. Club de lecture Sens Créatif. Et qui s'appelle, je me souviens plus le nom en fait, c'est Apprivoiser ses ombres. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, mais vas-y. Qui est un bouquin d'un Canadien ou Québécois, je pense que c'est écrit en français, Québécois sans doute. Ouais. Et qui est bien. Enfin, moi j'ai trouvé vraiment bien et c'est marrant parce que ce bouquin, pour être tout à fait honnête, je l'avais acheté il y a, je sais pas, 10-15 ans et j'avais commencé, je me disais mais what the fuck quoi, j'avais rien compris. Ok. Et en fait, je l'ai relu là, maintenant, 2020 ou 2019, je ne sais plus précisément, peut-être 2018. Ouais. Et je fais, waouh. Tu vois, c'est juste qu'à l'époque, je n'étais pas prêt, en fait. Et c'est pas grave. C'est pas une course, encore une fois. Non. Donc, il n'y a pas de...
je pense qu'il faut, tu vois, tu parlais de réussite et de développement personnel. Il faut sortir de la logique performative. Parce qu'en fait, on fait tout en performance. Tu vois, le yoga, aujourd'hui, c'est devenu une performance. C'est devenu un sport. Quand tu parles de méditation, les gens te disent « Ah ouais, mais tu médites combien de temps ?» Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont toujours dans une dimension performative. Et en fait, tu peux rester assis comme un con pendant 1 heure et ne pas méditer, ou tu peux être pendant 5 minutes, avoir une méditation très profonde. Ouais. Le temps, tu vois, c'est très relatif. Et il faut essayer. Il faut essayer d'y tendre. Moi, je suis pas exempt de tout ça, hein, bien sûr. Essayer de tendre à sortir de cette logique performative, parce que et pour des artistes en particulier, il y a tellement, en fait, tu mets tellement tes tripes dans ce que tu fais, que ce soit de la musique, du dessin, enfin, peu importe ce que tu fais, que, en fait, tu te mets en vulnérabilité hyper fort. Donc, en fait, nécessairement, tu vois, ça joue énormément sur l'ego. Parce que t'as mis tes tripes sur la table, quoi. Et donc, du coup, tu laisses les gens le juger, et c'est super difficile. Enfin, c'est un exercice qui peut être très gratifiant, évidemment, quand ça marche, et qui, de l'autre côté, peut être violent quand t'as des retours qui le sont, en fait. Et ça, avoir ce recul-là, de se dire, écoute, c'est leur point de vue, parce que c'est le chemin où c'est l'endroit où ils sont dans leur chemin, etc. Et moi, je sais ce que je fais, je reste droit dans mes bottes. Ou parfois, ils peuvent aussi t'éclairer sur un endroit où tu t'étais pas rendu compte que tu t'es trompé de route, ou je sais pas. Et tu fais, ah putain, ouais, super intéressant, merci. Merci de la critique, en fait. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est drôle que tu parles de cette culture de la performance, parce que, comme dit, je suis à un moment donné, à l'instant T, là, où je me suis rendu compte aussi de mes fonctionnements et de cette culture de la performance chez moi. Sens Créatif, en 2019, s'est construit. La tagline, c'est le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Donc, du coup, c'était genre how to, comment faire pour que ça marche, pour que ça fonctionne, tu vois. Et donc, il y a cet aspect stratégique, cet aspect intentionnel qui est, je crois, d'une certaine manière importante. Mais poussé à une certaine extrême, on perd cette sorte de légèreté qu'on attend d'ailleurs des artistes. Si tu vas avoir, je sais pas, un concert et que le musicien il regarde ses notes, tu te dis remboursé, quoi. T'as juste envie qu'il soit dans le flow et qu'il y aille, quoi. Et je me rends compte, tu sais, j'aime bien cette image du chat qui a trouvé un petit poussin et qui est trop amoureux de ce petit poussin et qui le garde dans ses mains comme ça et qui le serre très 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 fort, tellement il l'aime. Et en fait, à force, il l'a tué parce qu'il a serré trop fort. Et voilà, là, c'est un peu là où j'en suis. Et cette culture de la performance, je me rends compte que elle est pas bonne, quoi. Elle est pas bonne, mais après, moi, c'est mon métier d'accompagner des personnes pour qu'ils performent. Donc, en fait, le truc, c'est que j'accompagne aussi des artistes de temps en temps. Enfin, c'est mon métier, je sais très bien le faire. En fait, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi. et parallèlement à ça, moi aussi, je suis dedans. C'est-à-dire que, tu vois, je lance un livre et tu as Abdelmalik qui me dit, en fait, si tu touches une âme, tu as réussi, en fait. Mais la réalité, quand tu lances un livre, c'est que tu as envie qu'il y ait un maximum de gens qui le lisent. Enfin, évidemment, quoi. Tu te dis pas, c'est bon, j'ai touché ma mère, c'est OK, quoi. Non. Non, c'est il y a pas eu du travail, quoi. Non, mais et puis moi aussi, j'ai mis mes tripes dedans. Enfin, tu vois, pour le coup, en plus, c'est très... on parlait de vulnérabilité, c'est très dans la vulnérabilité, mon livre. Donc, du coup, je me suis extrêmement ouvert. C'est moi, quoi. Et alors, du coup, forcément, j'ai envie que les gens le lisent. Et j'ai eu des retours incroyables, comme j'ai eu une critique hyper méchante. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui m'aimait pas à l'origine. Sur Babelio Babelio. Et en fait, le mec a copié-collé sur Amazon aussi. Je l'ai lu, j'étais genre, punaise, c'est hyper violent. C'est hyper violent. Et en fait, il l'a copié-collé sur 2 sites. Je me dis, c'est quelqu'un... C'est pas juste quelqu'un qui a lu le bouquin qui l'a pas aimé. Je pense que c'est quelqu'un qui m'en veut à l'origine. Enfin, mais peut-être pas. Hein. Peut-être que je me trompe. Et comment t'as réagi, toi ? Je me suis dit... En fait, Babelio, ça me faisait un peu chier parce que c'était le seul commentaire. Ah, ok. À l'origine. Et Babelio, c'est le commentaire que prend Google. Donc, ça me faisait un peu chier que ce soit le seul commentaire qui ressorte. Ah oui. Et je pense que la personne qui a fait ça et qui l'a fait anonymement, évidemment, parce que c'est un nom différent sur Amazon et sur Babelio, l'a fait à Essian. Ouais. En disant, voilà, bon, je pense pas que ça change grand-chose. En fait, je l'ai lu intéressé parce que je trouve que la critique que fait cette personne, tu peux lire le bouquin comme ça, en fait. Ouais. C'est passé complètement à côté du livre, mais en fait, j'ai trouvé ça... Enfin, déjà, la personne, elle a lu le bouquin. Parce qu'en fait, pour faire une critique comme ça, elle l'a forcément lu. Ouais. Elle cite des passages et tout. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant. Et en fait,
il a pris le côté, enfin, elle, je sais pas, c'est un homme ou une femme, a pris le côté le plus négatif, la manière la plus négative de lire le bouquin et l'a écrit en commentaire. Et en fait, ça m'a pas touché personnellement. Parce que aussi, parallèlement, j'avais tellement de retours positifs que bon, Oui. ça nuance. Oui. Et ça m'a intéressé, en fait, que quelqu'un puisse le lire comme ça. Moi, je suis intéressé par la critique. Et souvent, en fait, tu dois remarquer ça dans ta vie au quotidien. On te fait des compliments, c'est super, t'es content, machin. Une Mais critique, c'est celle que tu dès que t'as une retiens. critique, c'est là-dessus que tu te concentres à mort. C'est sûr. Tu vois, tu fais, ah, putain, mais attends, mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi elle a dit ça? Mais attends, mais tu penses que c'est vrai? Enfin, tu vois, tu vas mettre toute ton énergie sur la partie négative et un peu dire juste merci aux gens qui disent que c'est bien en disant, bon, peut-être qu'ils ne le pensent pas vraiment. En fait, bon, là, en l'occurrence, j'ai trouvé ça. En fait, je me suis simplement dit, c'est quelqu'un qui m'a. Enfin, parce que bon, forcément, quand tu te. Et puis moi, ça fait quand même. Tu vois, j'avais un blog avant de créer mon podcast. Donc, ça fait quand même maintenant plus de 15 ans que je suis en ligne. Et j'ai eu beaucoup de succès avec mon blog. Mon podcast, il a une forme de visibilité. Donc, nécessairement, il y a des gens qui te détestent. Enfin, tu vois, c'est. Et puis, bon, donc, je me suis franchement, parce que là, c'est tellement acerbe et c'est copié-collé en 2 endroits, je me suis dit, forcément, c'est pas quelqu'un de neutre, en fait. C'est quelqu'un qui vraiment, il m'aime pas. Oui. Et c'est pas grave, c'est son droit. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème. J'imagine qu'il vaut mieux faire quelque chose qui clive. Ouais, c'est ça. Parce que le milieu de terrain. Ouais. Non, puis en fait, en vrai, et en tant qu'artiste, que ce soit toi ou les personnes qui écoutent, à partir du moment où tu te mets en scène, d'une manière ou d'une autre, l'idée, c'est que tu vas forcément générer. C'est vrai que si tu génères pas de critique, tu peux te poser des questions, en fait. Ouais, c'est problématique aussi. C'est-à-dire que tu peux être adulé, mais il n'y a personne qui est adulé sans jamais personne qui critique. Ça n'existe pas. Non. Rien que le fait d'être adulé, les gens vont le critiquer, en fait. Donc, je pense que, tu vois, on va dire d'un artiste qui a beaucoup de succès de son vivant, qu'il est hyper grand public, que c'est facile ce qu'il fait. Tu vois, que ce soit n'importe quoi. C'est de la soupe, que ce soit de la musique, peu importe. Tu vas jamais, il va y avoir jamais un avis unanime sur ah non, mais c'est une grande actrice. Même Marion Cotillard, tu vois, où on considère que c'est une grande actrice, tu vois, quand il a eu sa mort, machin, tout le monde s'est moqué et a pris un plaisir énorme à se moquer de Marion Cotillard. Bon, et il y aura toujours des gens qui vont critiquer Marion Cotillard d'une manière ou d'une autre. Je suis pas spécialement fan de Marion Cotillard, mais c'est juste pour ou tu vois son engagement écologique. Oui, mais bon, c'est juste parce qu'elle est connue. Enfin, tu vois, se donne bonne conscience. C'est ça. Tu vas toujours critiquer, trouver une manière de critiquer, et en fait, c'est inhérent à la nature humaine. Et en fait, à partir du moment où tu fais quelque chose et où tu es visible, tu seras critiqué. Et je pense que ça, même si c'est dur à vivre pour tout le monde, je pense que ça te permet, en tant qu'artiste, enfin, moi, je me considère pas comme artiste, hein, mais je parle plutôt aux personnes qui écoutent, de relâcher, tu vois, cette pression en toi, et de se dire, bon, ben, oui. Et après, bon, sans aller dans... je sais plus qui a dit ça, j'ai plus mais tu sais que toute critique est positive parce que en fait l'important c'est de faire parler, quoi. Moi j'irais pas jusque là, mais parce que bon, ça c'est moi j'aurais du mal à le vivre si je faisais des trucs, tu vois, type Zemmour qui se fait critiquer à mort et en même temps ils s'en foutent, ça l'amuse, je pense, j'en sais rien, je connais pas, mais en fait ce que je vois avec Zemmour, et là je parlais avec un autre podcasteur qui vient de recevoir Laurent Alexandre, c'est des gens qui sont brillants. Franchement, j'ai pas peur de le dire, Zemmour, quand tu le mets face à des gens qui sont brillants, le mec est brillant, en fait. C'est ça qui est sidérant, en fait, même. C'est que Zemmour, il est très, très intelligent, il est hyper cultivé. Quand tu le mets face à quelqu'un qui n'a pas vraiment de culture, il va descendre et ça va être, tu vois, ridicule, et tous les trucs qu'on voit de Zemmour qui sont horribles. Et je suis pas fan de Zemmour. Hein. C'est certainement pas ce que je suis en train de dire. Mais... En fait, lui, je pense qu'il s'amuse de ce truc de l'important, c'est de faire parler. Que ce soit négatif ou positif. Et effectivement, mais Trump, il fait un peu la même chose. Ouais, bien sûr. En fait, et Trump, c'est encore plus smart. C'est-à-dire qu'en fait, il fait beaucoup parler sur des sujets qui touchent les gens et par le derrière, il fait passer des trucs qui sont encore pires. Mais en fait, à force de... Tu sais, il y a ce truc aussi d'habitude. À force de faire de l'éclat, un truc qui t'aurait semblé insupportable te semble complètement acceptable. Donc voilà, moi j'irais pas jusque là, je pourrais pas faire ce genre de truc comme fait Zemmour ou comme qui était le propos initial. On parlait de la critique. De la critique, et j'étais pas du tout en train de dire que j'étais d'accord avec Zemmour ou que j'aimais Zemmour, mais en tout cas que c'est quelqu'un de brillant, oui, ça, oui. Et la critique, t'en fais quoi, toi? En fait, ce qui est bizarre, étrange finalement, c'est que la critique positive, tu peux rien en faire. Tu peux te gargariser avec, ça te fait plaisir, tu peux faire de la communication. Ouais. Ça te booste ton ego, ça peut éventuellement
te donner l'énergie de continuer. Mhm. Et ça, c'est chouette quand même. Mais c'est souvent la critique négative. Mais critique négative qui peut être constructive quand elle est constructive. Si tu vois, comme le mec qui m'a mis ce commentaire sur Babelio, te fait une critique hyper acerbe, tu peux rien en faire. Il n'y avait aucune rédemption. Tu pouvais pas. Tu peux rien en faire. Non, rien parce du que c'est tout. de la critique destructive. Donc ça, bon ben, tu le lis et puis ben, ça fait chier. Ouais. Moi, ça me faisait surtout chier que les gens puissent lire ça, en fait. Ouais. Mais en fait, il y a tellement d'autres commentaires positifs que je me dis, bon, en fait, les gens, ils feront leur marché, tu vois. Au moins, ça prouve que les autres commentaires sont réels. Enfin, tu vois, c'est pas... Mais la critique négative, constructive, bah, tu t'améliores. Ouais. Il faut savoir prendre la critique, en fait, et te dire, ah ouais, peut-être que cette personne a raison. Ou simplement te dire, bah, cette personne a raison, mais en fait, c'est le choix que j'ai fait. Ouais. Tiens, cette personne a raison. Mais ça marche pour l'art, mais ça marche en tant qu'humain, tout simplement. Ouais. Quelqu'un qui te fait une critique, il faut pas la rejeter, en fait. Il faut l'écouter et se remettre en question ou pas, tu vois. Parfois, les gens peuvent critiquer, mais en fait, ils ont aussi leur névrose, ils ont aussi leur point de vue, et c'est peut-être pas le même que le tien, et c'est fine, en fait. Ouais. La remise en question, c'est un peu ce que tu as vécu. À la base, tu viens du marketing. Je suis toujours. Mais Tu es toujours. Ah, je sais, parce que je sais que parfois, tu préfères qu'on dise analyse culturelle. Ouais, ça. mais en vrai, je suis toujours du marketing. Voilà. Et Vlan, notamment, c'était au début un podcast de marketing. Et puis, au fur et à mesure, tu as eu cet éveil, notamment au niveau écologique. Et comment s'est passé cet éveil, cette transition? En fait, je pense que c'est pas la bonne manière de l'envisager. Je pense que je me suis donné l'autorisation d'en parler. C'est un peu différent. Et puis, je crois que... Parce qu'Insoutenable Paradis vient de tout ça, bien sûr, livre dont on parlait juste avant. Bien sûr. En fait, moi, j'ai toujours fait du marketing parce que j'adorais les gens. Ça peut sembler contradictoire, mais en fait, je me suis toujours dit que le marketing, c'était proposer les meilleurs produits aux personnes qui en ont besoin. Je me suis jamais dit qu'on allait refourguer de la merde à n'importe qui. Tu vois. C'est pas comme ça. J'ai jamais envisagé le marketing comme ça, moi, en tout cas. Donc, finalement, c'était pas si loin. Et aujourd'hui... Vlan, c'est devenu effectivement un podcast beaucoup plus sociétal, qui parle de liens. Et c'est venu de manière assez naturelle parce que c'était moi, en fait, à la base. Tu vois, j'étais juste plus en lien, justement, avec moi-même. Avec toi. Donc, c'est devenu de manière naturelle. Il n'y a pas eu... on me demande souvent, est-ce qu'il y a eu un moment... En fait, non. Il n'y a pas eu un moment incroyable où j'ai vu la Vierge. C'est pas arrivé. Simplement, c'est venu de manière progressive. J'ai beaucoup travaillé sur moi aussi, mais... Et ça s'est imposé à moi aussi. Et puis, en fait, ces conversations, je les trouvais tellement passionnantes. Et moi, le marketing, je trouve ça tellement chiant. Enfin, c'est pas que je trouve ça tellement chiant, mais... ça m'intéresse, c'est mon métier. Moi, j'adore ça. Mais... Ça t'intéresse, mais c'est chiant. Ouais. En tout cas, j'ai jamais voulu... Ouais, c'est une tension et j'ai jamais voulu faire un bouquin de marketing. On m'a proposé plein de fois. Un livre de marketing. Non, j'ai toujours refusé de le faire. Ça m'a toujours fait chier. Voilà. Et en fait, quand Duno est venu me voir pour faire ce bouquin, il voulait encore que je fasse un bouquin de marketing et j'ai encore refusé. Sauf que là, j'ai proposé quelque chose d'autre, alors que les autres, j'avais jamais rien proposé. Et donc là, la proposition, c'était effectivement de faire un bouquin sur... En fait, ce bouquin, il parle... Moi, j'étais un peu fatigué de la vision binaire qu'on a sur à peu près tous les sujets, mais aussi sur l'écologie. Et donc, c'est soit le monde va s'effondrer, soit et donc l'humanité, et puis il faut plus faire d'enfants, et voilà. Soit la technologie va nous sauver, ça va être génial. Et en fait, cette vision binaire, je la trouve stupide, comme beaucoup de monde, je pense, et je me trouve un peu entre les deux. J'ai une conscience écologique, mais en même temps, j'ai pas du tout envie de tout sacrifier. Et puis je trouvais que les bouquins d'écologie, bon, moi j'en lis pas, j'en lisais pas vraiment, et je les trouvais très donneurs de leçons, tu vois. Et en fait, ça me saule. Personne n'a envie. J'ai pas envie que tu me donnes des leçons parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu me dis que je vis mal. Et en fait, ça me fait chier. Et donc, j'ai créé un bouquin pour les gens qui, a priori, ont une conscience écologique, comme plein de monde, qui sont pas des militants, qui ont pas envie qu'on leur donne des leçons. Et qui se disent comment on s'en sort, quoi. Qu'est-ce que c'est quoi? En plus, c'est complexe. Donc, tu vois, ils essayent de comprendre comment on peut faire, c'est quoi la solution. C'est pour ça qu'il y a plein de bouquins qui se vendent comme des petits pains sur les digestes écologiques, tu vois, qui sont ça, du pur marketing. C'est hyper simple à faire, c'est très simple à écrire. En vrai, le contenu, il est déjà sur Internet, donc tu as juste à, tu vois, le mettre en page. Tu prends un bon graphiste et puis voilà, et roule ma poule et tu vas en vendre comme des petits pains, franchement. Parce que...
Et en fait, en vrai, les gens vont jamais le faire. Ils se donnent bonne conscience en l'achetant, ils vont peut-être mettre un geste ou deux, mais en fait, à la fin, ils vont jamais faire les 10 trucs. Et puis en vrai, le problème, c'est pas les 10 trucs. En fait, ça a été prouvé que si les Français, ils avaient une attitude exemplaire, ça réduirait de 30% les gaz à effet de serre. Donc en vrai, ça marche pas non plus. Donc c'est même pas ça le problème. Donc du coup, en plus, ça marche pas. Donc déjà, tu vas pas le faire et en plus, ça va pas marcher. Donc moi, j'avais envie d'avoir une vision un peu plus holistique. Et tu vois, moi, je crois beaucoup dans les récits, dans les croyances. Je crois dans les croyances, c'est beau ça. Je crois beaucoup ouais, moi, je parle de spiritualité de société. Je parle du changement de société. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus global. Et en fait, c'est vrai que je vais voir les gens de la politique, les gens de la société civile, les entreprises, parce que c'est ce triptyque qui construit la société. Pour essayer de comprendre comment ça bouge, comment on bouge, comment ça marche, prendre l'intégralité des aspects en fait. Enfin, j'essaye, je survole tout, mais de prendre l'intégralité des aspects. Ouais, le lien à soi, à l'autre et à la nature. Exactement. Non mais le lien, sens créatif pour moi aussi, je veux créer du lien, créer des ponts, sortir de nos chambres à écho et permettre de mieux comprendre l'autre. Et c'est au cœur de ce que tu fais. Ouais. Tu peux me parler et mieux se comprendre soi aussi. Ouais. En fait, le truc, c'est que le premier lien à faire, c'est le lien avec soi. Si tu n'as pas de lien avec toi, tu peux pas faire de lien avec les autres. Enfin, difficilement aller avec la nature. Parce que si tu te comprends pas bien, si tu n'es pas bien au courant de tes dark sides, si tu n'es pas bien au courant de tes névroses, de tes schémas, ça va être compliqué de faire du vrai lien avec les autres. Et aussi avec la nature. Et en fait, ce triptyque-là, c'est vraiment drôle parce que en fait, il m'est venu à posteriori quand je regardais ce que je faisais sur Vlan et je me disais, mais c'est bizarre parce que moi, je parle de développement personnel comme je parle d'économie, de nucléaire, je parle d'écologie, je parle de plein de trucs. C'est un peu chelou quand même. C'est quoi mon thème? Et je me suis dit, mais en fait, c'est le lien. En fait, tu vois, vraiment, c'était pas un objectif que je m'étais fixé. C'est à posteriori. Je me dis, en fait, c'est le truc, c'est le lien à soi, aux autres et à la nature. Et donc voilà, j'étais tout content avec mon petit truc. Et puis, je lis ce bouquin qui s'appelle L'écologie spirituelle de Satish Kumar. Et je crois que c'est dans les premières pages où le mec te parle de ce triptyque de lien à soi, aux autres et à la nature, qui en fait a été écrit dans un bouquin qui s'appelle La Gita, qui est en fait qui a été écrit il y a 2000, je sais pas exactement 2000 ou 3000 ans, et qui est la base de l'hindouisme. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, j'ai rien inventé. Alors du coup, d'un côté, tu es content parce que tu tombes sur une sorte de vérité, tu vois, une sorte de sagesse, voilà. Ancestrale, qui était là avant toi. Et en même temps, ça te rend super humble parce que tu te dis, bah ouais, non, en fait, j'ai rien inventé. C'est-à-dire que les mecs, ils avaient pensé à ça il y a 3000 ans. Mais simplement, voilà, et effectivement, je parle de ça. Et pour moi, ce triptyque-là, il est important. Et je crois que, tu sais, on dit beaucoup, il faut se reconnecter à la nature. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que fondamentalement, comme on est des animaux, on est la nature. Enfin, je veux dire, il n'y a que notre tête qui n'est pas dans la nature. La reconnexion à la nature, c'est un invité que j'avais reçu qui s'appelle Tariq Shek qui parle de ça. Mais en fait, on est la nature. Tu ne peux pas être plus la nature que ce que tu es. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que ta tête qui est déconnectée de la nature où tu te dis, nous, êtres humains, nous sommes supérieurs. En fait, non, tu n'es pas supérieur à la nature. Tu es la nature. Donc, en fait, à partir du moment où tu comprends ça, ça peut te faire changer la perception des choses. Une autre manière de l'entendre, je crois, moi, c'est un exemple que je prends pour expliquer pourquoi la croissance est en réalité, ce qu'on appelle la croissance est en réalité de la décroissance. En fait, souvent, ces questions d'écologie, elles sont complexes parce que tu les mets à distance. Parce que ça t'arrange bien, en fait. Donc, la distance, c'est la distance physique. Par exemple, en ce moment, au Pakistan, enfin, je ne sais pas si c'est en ce moment, mais sur les dernières années, il y a eu des énormes inondations. Enfin, bon, moi, je n'habite pas au Pakistan. Je connais personne au Pakistan. Donc, en vrai, c'est à distance physique et puis émotionnelle. Quand on te dit en 2100, il n'y aura plus d'animaux, je sais pas quoi, bon, bah, tu le mets en distance, tu te dis, bon, en 2100, sincèrement, moi, je serais plus là. Donc, après moi, le déluge. En vrai, c'est ça. Après moi, le déluge. Alors, éventuellement, tu peux te dire, est-ce que vraiment j'ai envie de faire des enfants dans ce contexte-là? Oui. Tu peux te poser ces questions-là, mais n'empêche que tu le mets à distance dans le temps. Une bonne manière de l'envisager, de comprendre, en fait, qu'on est comme des ados dans une pièce mal rangée. D'ailleurs, l'écologie, c'est la manière dont tu gères la maison. En fait, tu te dis, je prends mon corps humain. Le corps humain, tu vois, c'est fini, on en a tous un. Donc, tu arrives à te projeter dedans. Tu te prends un shoot d'héroïne. Bon, sur le court terme, ça te fait du bien, tu vois, a priori. Donc, tu le ferais pas. Enfin, j'ai jamais pris d'héroïne, mais je pense que c'est un peu l'idée, ou cocaïne, éventuellement. Ça parlera peut-être à plus de monde. Mais en même temps, tu sais très bien que tu détruis ton écosystème qui est ton corps. Enfin, c'est évident que si tu prends des shoots de cocaïne ou d'héroïne, alors c'est pas du tout la même chose, mais tous les jours,
ton corps, ça va pas le faire, en fait. Et ça, tu peux le comprendre. Et ce qu'on fait avec ce qu'on appelle la croissance aujourd'hui, cette croissance financière, c'est qu'on se met des shoots d'héroïne ou de cocaïne tous les jours. En disant, ça va aller. Non, enfin, tu détruis ton écosystème, donc ça peut pas aller. C'est sûr que ça va pas, en fait. Ça peut pas marcher. Et à partir du moment où tu comprends ça, du coup, tu regardes ton écosystème et en fait, tu es l'écosystème aussi, donc tu en fais partie. Donc à partir du moment où, j'en sais rien, c'est des gestes du quotidien, et l'important, c'est pas de se dire, j'ai arrêté de polluer, c'est juste de prendre conscience de la pollution que tu génères et de tous les impacts de ta pollution. C'est-à-dire, je sais pas, il n'y a rien qui existe sans consommation d'énergie. Donc là, tu as acheté sur un sofa, le sofa, on a dû le faire, ce sofa, ça a consommé de l'énergie. Et t'as beau prendre un vélo pour venir, en réalité, tu vois, on a des micros dans les mains, il a bien fallu les faire. L'enregistreur, il a bien fallu le faire. Il y a des piles à l'intérieur, le tapis, l'armoire, le chauffage, le miroir. Tout ça, c'est de la consommation d'énergie. C'est pour ça qu'en fait, il y a une grosse bataille sur le nucléaire. Bon, l'électricité, c'est 20% de la consommation d'énergie qu'on a. Le reste, c'est les énergies fossiles. Parce qu'en fait, c'est la voiture, c'est la transformation d'objets. Et c'est important de prendre conscience de ça, c'est-à-dire de se dire, en fait, quand je prends une douche chaude, je consomme de l'énergie. Et on fait tout pour te le faire oublier. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et l'idée, c'est pas de se dire, putain, merde, je peux plus rien faire parce que quand je respire, je pollue, ce qui est vrai. Bien sûr. Et en fait, c'est le fondateur de Patagonia qui dit ça. Il n'y a pas, les gens parlent d'impact positif. Il n'y a pas d'impact positif. Ça n'existe pas. Tu peux avoir des impacts un peu moins négatifs. C'est juste ça. Et en fait, à partir du moment où tu comprends que tu fais partie de l'écosystème et que, en fait, tu as un rôle dans cet écosystème, du coup, à partir du moment où tu respectes, en fait, que tu ne fais pas n'importe quoi et que tu respectes que quand tu manges de la viande, tu réalises qu'un animal a été tué. Et moi, je mange de la viande, hein, c'est pas encore une fois, je donne pas de leçon à qui que ce soit, mais à partir du moment où tu te dis, je prends l'avion, là, je pollue, en fait, c'est pas grave, mais n'empêche, il faut juste en avoir conscience. Et à partir du moment où tu fais ça, déjà, tu changes ton rapport aux choses, je crois. Tu fais les choses en conscience. Ça, c'est important. Pour moi. Pardon, je me suis complètement... Non, c'est l'auteur qui parle. Vas-y. Je sais même plus quelle était la question. Non. Mais le mythe de société, on en était à ça. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressorti justement de ton livre. Quand j'ai refermé le bouquin, j'avais pas compris tous les enjeux de l'écologie. C'est pas le propos principal de ton livre non plus, mais cette création de ce nouveau mythe de société ou spiritualité de société dont tu parles. Et à travers ton travail en tant que consultant, marketeur, auteur, podcasteur, tu accompagnes les entreprises et les marques à écrire cette nouvelle histoire, ce nouveau récit. Et aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi que tu racontes dans ton bouquin, c'est que tu viens d'un milieu modeste, tu as étudié, tu as travaillé dur pour y arriver. Et tu dis souvent que tu t'es totalement émancipé par le travail. Et je crois que pour beaucoup de personnes, notamment qui écoutent ce podcast, s'émanciper professionnellement, c'est un peu une sorte de rêve de beaucoup de personnes. Et puis, toi, tu l'as vécu. Et tu t'es rendu compte, au final, que c'était pas vraiment ça. Ça, entre guillemets. Et du coup, justement, de ce que j'ai compris, c'est que tu voudrais aussi accompagner les individus et donc les entreprises, etc., à déconstruire ce mythe de toujours plus pour être mieux. Et enfin voilà, je me perds un peu, mais... Non. Et puis, il y a un élément que tu n'as pas dit et que, il faut le dire sur ce podcast, ça me semblerait indispensable, mais les artistes ont un rôle majeur à jouer. Ah oui, mais on allait y venir, hein. Vas-y. Les artistes ont un rôle majeur à jouer là-dedans. En fait, pour moi, le problème de l'écologie, et en fait, je dis pour moi, en vrai, il y a quelqu'un qui l'a écrit dans les années 70, hein, donc toute humilité. Voilà. Mais c'est pas un problème de consommation d'énergie, c'est un problème de croyance. C'est-à-dire qu'en fait, Vas-y. à partir du moment où tu considères que le bonheur et le succès, c'est de l'accumulation, et en fait, c'est le récit de société, c'est-à-dire qu'en fait, et moi, je suis dedans à plein d'endroits, et j'ai été dedans à beaucoup d'endroits, donc accumulation d'argent, de pouvoir, de biens. Tu ne peux pas être écologique, c'est impossible. Et en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on te montre dans les films, dans les chansons, dans les pubs, beaucoup dans les pubs, et puis c'est le récit collectif, que le bonheur, c'est d'être sur ce yacht, sur cette mer translucide. Et dans le même temps, on te dit, ah non, par contre, tu prends pas ta voiture parce que là, tu pollues. Et en fait, ça crée une sorte de dissonance interne des mindfuck complètement folle. C'est-à-dire, attends, tu te fous de ma gueule. C'est-à-dire que
toute ma vie, on m'a dit que le bonheur, c'était ça. Et puis d'un coup, tu me dis que, ah ouais, mais non, mais pas pour toi, en fait. Toi, tu restes pauvre, en fait. Ça va être vachement mieux. Tu vas voir. Parce qu'en fait, c'est un peu de ta faute si on pollue, donc t'es gentil, quoi. Et en fait, c'est inaudible. Enfin, la réalité, c'est que c'est inaudible. Et en fait, pour moi, il faut. D'abord, effectivement, tu as raison, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ça fonctionne jusqu'à un certain niveau. Oui, bien sûr. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que, évidemment, ça fonctionne. C'est-à-dire que et ça a été prouvé par 1000 études, mais il y en a une en particulier de Harvard, qui était faite par 2 prix Nobel, qui te montre que dans les pays occidentaux, en gros, si tu gagnes jusqu'à 70 000 euros par an, ça change. Après, ça change plus rien. En fait, c'est-à-dire que tu vas avoir un peu de mieux vivre. Et en fait, notre société, elle est concentrée sur le mieux vivre, mais pas sur le bien vivre, mais pas sur le bien-être. Ouais. Et en fait, on s'est attelé à concentrer énormément de richesses dans nos sociétés. Et ça ne fonctionne pas. Alors, je sais bien que ce discours, il est plus ou moins audible en fonction de son niveau de vie. Mais la réalité, c'est que ça marche pas. C'est-à-dire que ce qu'on voit en Occident, c'est une augmentation des prises d'anxiolytiques, c'est une augmentation des suicides, c'est des burn-out. Donc, en fait, on voit bien que cette accumulation comme ça, elle fonctionne pas. Et même quand il arrive, moi, je considère pas, je suis riche, je pense. En tout cas, dans la société française, c'est évident. Je me considère pas comme tel. Parce qu'après, le truc, c'est qu'il n'y a pas de limite à cette richesse. Oui. Tu es toujours le pauvre de quelqu'un. Donc, à moins d'être tout en haut, et même quand tu es tout en haut, c'est discutable. Mais en fait, ce qui est intéressant c'est que chaque personne te dira, oui, mais pour moi, c'est différent. Mais en fait, tu n'envisages pas les côtés négatifs. Notre cerveau, il n'est pas construit pour envisager les mauvais côtés d'une bonne nouvelle. Et les mauvais côtés de la réussite financière, si c'est de ça dont on parle, c'est la peur de perdre ton argent, une fois que tu en as. C'est le fait que tu n'as plus le droit de te plaindre, puisque tu as de l'argent, donc tu es censé avoir réussi, donc tu n'as plus le droit de te plaindre. Qu'en réalité, on compte que voilà. C'est le fait que quand tu es triste ou quand tu es malheureux avant et que tu as des grosses névroses, en fait, tu seras malheureux aussi après. Voilà. C'est que tu dois te méfier de tes amis parce que d'un coup, comme tu as beaucoup d'argent, tu sais plus. C'est pas du tout ma réalité à moi, mais c'est la réalité de gens qui sont devenus millionnaires que je connais. Moi, j'en suis pas là, je suis pas millionnaire. Mais en fait, tu te rends pas compte de ça. Donc, l'émancipation professionnelle, pour revenir sur ta question, je crois que moi, j'ai réussi parce que bon, d'abord, j'ai réussi socialement, tu vois, parce que j'ai complètement changé de classe sociale et je me suis beaucoup battu pour ça et voilà. Et je suis reconnu dans le sens des gens pensent que je suis pertinent en tout cas. Donc voilà, ça c'est plutôt réussi. Ouais. J'ai réussi financièrement parce que en tout cas, même sans être millionnaire, je vis très bien. Et tu peux vivre très bien sans être millionnaire, heureusement. Donc tout ça, je crois que c'est plutôt réussi. Après, tu sais, c'est marrant et toi tu dois peut-être le vivre avec Sens Critique. Créatif. Oui, pardon. Sens Critique, ça n'a rien à voir. C'est un pote à moi qui a créé Sens Critique. Ouais. Rien à voir. C'est un truc de ciné, ça, je crois. Cinéma et lecture. Voilà, c'est ça. En fait, moi, je l'ai vécu sur le blog et c'était un moment un peu étrange. C'est au début, tout le monde s'en fout de ton blog. Donc, bon, bah, tu fais tes trucs. Et au moment où ça devient connu, tu te dis, ah putain, mais je peux plus faire n'importe quoi parce que ça pourrait retomber, en fait. Ouais, un petit peu comme l'argent, tu vois. Ouais. Tu te dis, ah ouais, mais attends, maintenant que je suis connu ou que je suis reconnu d'une manière ou d'une autre, bah, ça te met une sorte de pression à la con. Bien sûr. Bah, ah merde, mais ouais, mais en fait là, du coup. Je peux plus dire n'importe quoi. C'est ça, où je peux plus faire n'importe quoi. Donc ça, c'est compliqué aussi. Donc, c'est juste pour dire. S'émanciper par le travail, déjà, c'est une manière de s'émanciper, c'est pas forcément la seule. Moi, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, enfin, tu vois, donc voilà, j'ai d'autres combats, entre guillemets, si on peut appeler ça des combats. Ouais. Et c'est bien, enfin, moi, je suis très content du chemin que j'ai parcouru, mais c'est pas forcément le seul chemin. Et puis, en fait, une fois que tu es là, ça va. Enfin, en fait, je pense que tout le monde se dit, ouais, non, mais si je gagnais tant, non, mais si j'avais cette reconnaissance, si j'avais cette femme, ou cet homme, ou si j'avais des enfants, ou si je vivais là, ça serait tellement différent. En vrai, ça serait pas différent parce que la réalité, c'est qu'on se balade avec nos névroses. Oui. Donc, en fait, tes névroses, elles vont pas Moi, souvent, il y a des gens mon frère, par exemple, qui me dit, non, mais là, je pense que je vais aller habiter en Inde, j'en ai marre de vivre ici, de toute façon, c'est tout pourri, machin. Et en fait, en vrai, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller en Inde, mais ça sera pareil. Oui, on est le même partout. Tu vas partir avec tes névroses, ça sera précisément la même chose. Ouais. Enfin, à moins de changer d'une condition, tu vois, bien sûr, je parle pas des 10 millions de pauvres en France, et c'est pas du tout le même sujet, mais pour la majorité des gens qui nous écoutent, ben voilà, et il y a ce chiffre qui fait hurler tout le monde, c'est que quand tu demandes aux gens combien il faut être, parce qu'on parle beaucoup des 1% les plus riches, combien il faut gagner pour être dans les 1% les plus riches de la planète, et les gens te disent des chiffres, tu vois, ils vont te dire 1 million, 5 millions, 500 000 euros par an de revenus.
Bon, bah, la réalité, elle est à 27 000 euros, quoi. Donc, Ouais. à partir du moment où tu gagnes 27 000 euros par an, Ouais. tu fais partie des 1% les plus riches de la planète. Si tu gagnes 15 000 euros par an, tu es dans les 5% les plus riches de la planète. Alors, je dis pas que tu vis bien en France avec 15 000 euros, hein, c'est Non, pas ce que non, je suis en train de ouais, dire. ouais. Mais la réalité, c'est que, bien sûr, ça coûte moins cher de vivre en Thaïlande que de vivre ici. Mais la réalité, c'est que ce que tu peux constater, simplement, c'est que quand tu fais de la concentration de richesse comme on l'a fait en France, ben, simplement, ça fait une sorte de spirale inflationniste où les prix augmentent. Et pourquoi aller au restaurant, ça coûte plus cher à Paris qu'en Thaïlande? Et moi, j'ai eu cette expérience-là à New York. Quand je vivais à New York, je suis allé imprimer, je venais d'arriver, en fait, j'ai imprimé des photos de mes amis, tu vois, parce que j'étais un peu, pas seul, mais en tout cas, Ouais, ouais. voilà, c'était, tu vois, une sorte de réconfort Oui, oui, oui. visuel. Et j'ai imprimé cette photo qui a un format, je sais plus, 50-75, je sais plus, enfin bref, peu importe. Et le mec m'annonce 400 euros d'impression. Waouh. Et je suis là, genre, mais, enfin, c'était une impression, c'était contre-collé sur un truc, mais enfin, bon, peu importe, mais j'étais genre, mais, enfin, pardon, mais comment c'est possible? Enfin, j'ai dit, si je le fais imprimer à Paris et que je le fais venir par UPS, ça me coûtera moins cher, en fait. Ouais. Et la réponse du mec, très honnête, il me dit, parce que les gens peuvent payer. À New York. À New York, oui. Mais à Paris, c'est pareil. Pourquoi un Coca-Cola, Ah oui, oui, ça une coûte terrasse. 5 balles à une Ouais. terrasse, ou 6 balles à une terrasse, juste parce que tu peux le payer, hein. Ouais, ouais. Parce que, en fait, en vrai, ça pourrait coûter 50 centimes, comme c'est le cas en Thaïlande. Enfin, hein, parce que les gens, ils peuvent pas le payer. C'est aussi con que ça. Donc, en fait, ce que tu vois quand tu fais de la concentration de richesse, c'est juste que ça fait une spirale inflationniste. Et un être humain en Thaïlande ou un être humain en France, c'est un être humain. À la fin, c'est la même chose, tu vois. Donc, Ouais. donc c'est pour ça que la concentration de richesse et tout ce récit autour de la réussite individuelle, tu vois, qui était vachement ce récit de la cité moderne, il prend du plomb dans l'aile. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que, tu vois, ce qui nous a manqué pendant le confinement, c'est surtout du lien. C'est pas tant de pouvoir aller acheter une robe ou un pantalon. C'est pour ça que les podcasts ont d'ailleurs bien tourné pendant cette période. Complètement. Et du coup, ben, remettre en cause ces récits, c'est le rôle de tout le monde, des politiques, des entreprises et des artistes. Bon, allons-y du coup. Pour reprendre une de tes phrases, et c'est là que je sors ma petite note, j'ai modifié une petite phrase. T'as modifié la phrase. Ouais. Je crois que le marketing a un rôle central à jouer dans le changement que les artistes ont besoin d'opérer, car nous avons besoin d'un nouveau récit. Les artistes savent raconter des histoires et ont les moyens de le faire. À l'origine, c'était les entreprises. Mais là, oui, parce que les artistes, ils n'ont pas forcément tous les moyens, mais ils ont la liberté. Ouais. Un artiste, il a la liberté, en particulier quand il n'est pas connu. Ça, c'est... Enfin, sauf si tu n'as vraiment pas une thune et du coup, tu es obligé de faire du travail à la commande. Ouais. Et en fait, pour moi... C'est la réalité de pas mal de mes auditeurs aussi. Bien sûr, c'est la réalité, mais c'est la mienne aussi. On en parlait tout à l'heure quand on n'enregistrait pas. Ouais. C'est-à-dire que moi, il y a encore plein de fois où je fais du marketing et j'aide des marques à avoir plus de followers sur Instagram. Et en fait, bien sûr que je suis pas totalement aligné et tu pourrais dire que je suis pas honnête du coup, mais pour moi, ça me pose pas de souci parce qu'en fait, parallèlement à ça, cette liberté financière entre guillemets, ça me permet, ça dépend ce que tu fais de ton argent en fait. Moi, ça me permet de concentrer du temps à faire Vlan et Vlan, en fait, effectivement, je gagne pas d'argent avec et en fait, ça me prend 20% de mon temps, c'est une journée par mois, une journée par semaine. Ouais. Donc, qui donne une journée par semaine aux autres comme ça? Plein de gens, mais n'empêche que moi aussi, parallèlement, je donne du temps à des associations, etc. Donc, en fait, bah ouais, c'est vrai, je suis pas complètement aligné. Il y a des trucs, c'est un peu con pour moi d'aider des marques à avoir plus de followers sur Instagram, mais n'empêche que ça me permet de donner du temps, écrire un bouquin, tenir mon podcast, etc. Et pour un artiste, c'est un peu la même chose. Bien sûr que la majorité des artistes travaillent sur commande et font pas des trucs qui leur semblent extrêmement intéressants, mais n'empêche que sur leur temps libre, parce que en fait, cet argent que tu gagnes, ça te permet d'avoir du temps libre. Oui. Pas tous, mais un certain nombre. Et ben, ça te permet de faire d'autres choses, tu vois, d'avoir des actes politiques. Moi, pour moi, Vlan, c'est un acte politique. Mon bouquin, c'est un acte politique. Et donc, ça dépend ce que tu vas faire de ce temps-là. Si évidemment, c'est pour accumuler de l'argent pour t'acheter une Ferrari, bon, je pousse l'extrême. Mais évidemment, ça sert à rien. Pour le coup, tu es complètement anachronique, quoi. Mais voilà. Et effectivement, je crois que d'où ça vient, ces croyances, parce qu'en fait, le fait que tu crois que en gagnant plus d'argent, tu vas être beaucoup plus heureux, enfin, passer 70 000 euros. Si tu crois que, j'en sais rien, quand tu as un yacht, tu es beaucoup plus heureux que quand tu n'en as pas. Si tu crois que... pas sûr qu'il y ait des gens qui croient ça quand même, enfin, j'espère pas. Mais en fait, toutes ces croyances, rien que croire qu'un billet de 5 euros, ça vaut 5 euros, alors qu'en fait, c'est un bout de papier qui vaut rien. Ben, en fait, toutes ces croyances-là, on te les a apprises. Elles sont pas venues dans ta tête par hasard, tu vois, c'est pas un truc, c'est pas inné, quoi. Oui, c'est pas inné, c'est appris. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ça, c'est
ça morphe. Moi, j'ai lu un bouquin dernièrement qui s'appelle Je t'aime à la philo, c'est ça, d'Olivia Gazalet, et qui réexplique toute l'histoire de l'amour, des relations amoureuses et des croyances, de la monogamie, de comment l'Église s'est impliquée là-dedans, etc., etc. Et en fait, c'est un bouquin très facile d'accès qui te permet d'avoir un appui théologique, enfin, ouais, théorie théologique, hein, ça. Si on parle d'église et... Ouais, c'est ça, et théologique, mais aussi théorique, donc philosophique, etc., et qui permet de comprendre comment tout ça s'est imbriqué et comment ces croyances se sont intégrées. Donc, pas que je sois... ça, j'ai pas... tu vois, personnellement, moi, je suis aussi monogame, mais n'empêche, c'est toujours intéressant de pouvoir déconstruire, de comprendre d'où ça vient et ses croyances, parce que c'est mes croyances aussi, tu vois, que voilà. Mais en vrai, c'est une croyance. Enfin, il n'y a rien qui dit que tu dois être avec un seul partenaire. C'est pas du tout naturel. Et en fait, ces croyances-là, on peut travailler dessus. Et les artistes, ils ont ce rôle-là. Et en fait, c'est cette discussion que j'ai eu avec Abdelmalik, entre autres, où lui, il dit que les artistes qui font de la soupe, typiquement, en fait, c'est des businessmen. C'est plus vraiment des artistes, en réalité. Un artiste, il essaye de toucher les âmes, il essaye d'avoir un impact. Et quand tu as touché une personne, tu as réussi. Ce que je disais tout à l'heure sur mon livre, que moi, j'arrive pas du tout à faire. Mais en tout cas, dans le principe, c'est ça. Et donc, tu as un rôle majeur à jouer en tant qu'artiste. Et effectivement, alors, c'est pas tant les artistes qui ont les moyens financiers, ils ont les moyens intellectuels. Tu vois, ils peuvent avoir la liberté potentielle de le faire au moins partiellement. Et c'est vraiment, vraiment important de le faire. Et les entreprises ont les moyens financiers, par contre. Alors après, idéalement, tu fais un partenariat entreprise et artiste. Et moi, mon rôle, c'est de faire comprendre aux sociétés cet impact qu'elles ont et donc de les faire transformer la manière dont elles rencontrent des histoires. Pas que ça, mais en partie, moi, j'aime bien l'idée d'aider les marques à transformer les histoires qu'elles racontent. Tu vois, c'est quoi la beauté? Tu vois, c'est comme cette histoire, je ne sais pas si tu t'es intéressé au sujet, mais autour de la cellulite, qui est en fait une invention des années 30. En fait, la cellulite, ça a été inventé par un magazine féminin, je crois que c'est Vogue, je ne suis plus très sûr, mais je crois que c'est Vogue. Et en fait, c'est un phénomène. En fait, à la base, la cellulite, c'est un truc qui est sur le visage, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la cellulite aujourd'hui. Et c'est une totale invention d'un magazine de mode pour dire aux femmes. Achetez tel produit. Ouais, en fait, c'est ça. Incroyable. Alors qu'en fait, la cellulite, c'est totalement naturel et il n'y a aucun souci. Enfin, toutes les femmes en ont, et la très grande majorité. Alors qu'en fait, on les stigmatise là-dessus, c'est complètement. Alors c'est un exemple, tu vois, c'est assez léger, oui. Mais n'empêche, c'est juste pour exprimer que aujourd'hui, il y a plein de femmes qui croient qu'elles ont un problème parce qu'elles ont de la cellulite. Et il n'y a pas de problème, c'est normal en fait. Donc du coup, et tu vois, comme quoi tu peux jouer sur les croyances. C'est juste pour dire ça, c'est juste pour exprimer ce truc. Tu vois, la cellulite, c'est un truc, tu vois, c'est vraiment un sujet du quotidien. Et juste pour dire, bah ouais, en fait, tu peux totalement transformer. Même le fait que les filles et les garçons ne doivent pas s'habiller avec les mêmes couleurs, c'est un truc hyper récent, en fait. Pareil, je sais pas si tu t'es intéressé à cette question, mais en fait, c'est à un moment donné, ils ont voulu vendre plus de fringues et donc ils ont décidé que les filles. Parce qu'à la base, tout le monde s'habillait en gris, en fait. Ouais. Et... Ah ouais, c'est intéressant. C'est un truc de marketing aussi, quoi. Ben oui, bien sûr. Il y a pas de. Enfin, pourquoi les filles elles préféraient des couleurs et d'autres. Enfin, tu vois, où les mecs doivent pas mettre de jupe. Enfin, tu vois, c'est complètement con tout ça. Enfin, c'est des croyances. D'où l'importance d'aborder cette question de marketing pour raconter un nouveau récit. Ouais, bien sûr. Et ces nouveaux récits autour du succès et du bonheur, pour moi, en fait, si je pousse et qu'on fait un peu de prospective, je sais que le monde va s'effondrer. Le monde dans lequel on vit. Bien sûr que ça va s'effondrer et c'est souhaitable, en fait. Et ce que ça va impliquer, c'est qu'on va avoir moins de confort. Mais est-ce que tu seras moins heureux? Ça, j'en suis pas du tout sûr, en fait. Ouais. Parce que, tu vois, nous, on nous a expliqué qu'il fallait prendre des douches tous les jours, etc. Est-ce que c'est vraiment, vraiment fondamental de prendre une douche chaude tous les jours? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est fondamental de pouvoir commander des sushis, de pouvoir commander, je sais pas quoi, de manger des tomates mozzarella à toute heure de jour de la nuit, tous les jours de l'année? Je pense pas que ça soit indispensable. Enfin, tu vois, ce qui est vachement plus important, c'est de pouvoir manger à ta faim ou de pouvoir te sentir propre. Bon, tout ça, c'est des normes sociales, ou des croyances. Donc ça, on va le perdre. Enfin, vraiment, fondamentalement, c'est évident qu'on va le perdre. Ouais. Est-ce que c'est très grave? Je suis pas sûr. Ce qui serait grave, c'est qu'on ne puisse pas créer de lien avec les... Et en fait, parce que ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. C'est-à-dire que d'un autre côté, on est beaucoup plus dans une société collective, de tribus. Et ça, c'est extrêmement fort parce que quand tu es en lien... Moi, par exemple, les restaurants,
je m'intéresse jamais. J'aime bien manger, mais l'endroit m'importe peu. Ce qui est important, c'est les gens avec qui je suis, en fait. Sûr, ouais. Parce que, tu vois, si t'es avec des cons dans un restaurant de top, ça reste une soirée de merde. Oui. Si t'es avec des gens top dans un restaurant de merde, ça reste une soirée top. Ouais, c'est ça. C'est quand même la réalité, quoi. Drôle, ouais. Et en fait, oui, bien sûr qu'on va perdre du confort et du bien vivre. Mais bon, en fait, on est vraiment comme des gamins, tu vois, mal habitués, quoi. On est tellement dans une société d'abondance de merde. Enfin, de merde. Vraiment, il y a beaucoup de choses, c'est complètement superfétatoire, quoi. Et t'as pas besoin de tout ça, c'est pas vrai. T'as pas besoin d'avoir X téléphone, une tablette, un téléphone, un ordinateur. Et moi, j'ai ça, hein. Donc vraiment, je jette pas la pierre aux gens qui le font. On vit tous dans cette tension et dans ce paradoxe. Bien sûr, et c'est à ça que tu invites d'ailleurs dans le bouquin, c'est bien sûr. à vivre avec ces paradoxes. Ouais, il faut pas les nier. On est tous paradoxaux. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu es incarné, donc que tu as un corps humain, tu es paradoxal. Il n'y a aucun problème. Tout le monde l'est. Et c'est rare les gens qui ne le sont pas. Peut-être Jésus, peut-être Bouddha, j'en sais rien. Et encore que, je suis même pas certain. Le truc, c'est que on est tous paradoxaux et c'est fine. Et en fait, ce qui est problématique encore, tu vois, il y a des injonctions. Il y a beaucoup d'injonctions, je trouve, à la bien-pensance. Et il y a une injonction à cet alignement absolu, à cette exemplarité écologique. C'est de la merde. Enfin, franchement, il y a personne. Encore une fois, tu peux pas avoir d'impact positif. Donc, ça, c'est le premier truc. Mais surtout, enfin, il faut arrêter avec ces injonctions à la con, quoi. C'est pas possible. Enfin, tu vois, comme si tu reprends les exemples féminins sur. Maintenant, on va dire aux femmes, attends, mais toi, tu t'épiles, mais t'es pas vraiment féministe. Mais ta gueule, en fait. Enfin, si j'ai envie de m'épiler, je fais ce que je veux, c'est mon corps. C'est fine. Si toi, t'as pas envie de t'épiler, tu fais ce que tu veux aussi et c'est super. Enfin, ce qui est chiant, c'est c'est qu'on te dise ce que tu dois faire et ce que tu dois penser. Par exemple, j'ai une copine qui est super heureuse à vivre chez elle et à éduquer ses enfants, et donc elle a arrêté de travailler. Et du coup, les femmes te disent, des copines lui disent, mais attends, mais tu te rends pas compte, tu t'émancipes pas. Et elle fait, putain, mais moi, je suis heureuse comme ça, mais ta gueule, en fait, je fais ce que je veux. Et tu vois, il y a vraiment maintenant, il y a vraiment cette injonction à la bien-pensance où tu n'as plus le droit de penser ce que tu veux. En fait, voilà, c'est fine. Pardon, je m'écarte encore. Non, on touche là, on commence à toucher au sujet militantisme et engagement. Et c'est un sujet qui m'intéresse aussi. J'aime beaucoup comment tu l'abordes. Et tu parlais notamment dans le bouquin que dès qu'on est militant, on s'inscrit dans un combat. Et donc, du coup, ça veut dire que nous, on a raison, l'autre a tort. Donc, du coup, quand on va vers l'autre avec notre vérité ultime, l'autre personne a juste envie de se défendre, ce qui est naturel. Et moi, je sais que je me sens beaucoup plus aligné avec la notion d'engagement, mais aussi parce que c'est une notion de non-violence. Et c'est quelque chose qui est qui est important pour moi. Et bref, ce qu'on observe aussi, notamment dans la communauté des créatifs aussi, notamment sur les réseaux sociaux, etc., c'est cet engagement, militantisme sur des sujets de société. Et moi, j'ai jamais été à l'aise avec le militantisme, mais on incite tout le monde à se positionner, à prendre la parole, à s'exprimer, notamment aussi, que ce soit les illustrateurs ou les artistes en général. Et donc, où est the fine line, tu vois D'abord, tout le monde n'a pas d'avis et c'est fine. Tu vois, t'as pas d'avis sur tout et c'est plutôt rassurant que t'aies pas un avis sur tout. Enfin, moi, c'est ça qui ça m'angoisse de devoir toujours. Tu me parlais de l'injonction à la bien-pensance. Moi, il y a des sujets que je me dis, mais en fait, je sais pas, en fait. Donc, comment je vais m'exprimer sur un sujet que... Par exemple, moi, j'ai eu une discussion là-dessus sur le port du voile intégral. Franchement, je sais pas, en fait. Enfin, le truc, c'est que et pourtant, je viens de lire un bouquin sur le djihadisme. C'est OK de dire qu'on sait pas. Et je sais pas. En fait, c'est-à-dire, d'un côté, je me dis, ah ouais, mais c'est horrible parce que pour la condition de la femme, machin. Et puis, tu as des gens en face qui disent, oui, mais c'est son choix, elle fait ce qu'elle veut, non? Et tu peux, ouais, c'est vrai. Alors, du coup, en fait, j'en sais rien. Tu vois, à la fin, je sais pas, et c'est fine. Tu vois, je sais pas. Alors, bien sûr, la bien-pensance te dit, attends, mais il faut arrêter le burkini, machin. Tu vois, ça, c'est la bien-pensance. Mais moi, fondamentalement, enfin, tu vois, si une fille, elle a envie de mettre un burkini, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Enfin, en fait, je sais pas. Enfin, bien sûr que d'un côté, je me dis, ouais, attends, mais c'est retarded. Maintenant, les femmes, elles peuvent se mettre seins nus, elles font ce qu'elles veulent aussi. Mais est-ce que tu vois, l'injonction à mettre du maquillage, elle est mieux que de l'injonction à mettre un voile intégral? En fait, j'en sais rien. Enfin, tu vois, c'est aussi une injonction de mettre du maquillage et de se préparer, et de se faire belle, ou de se faire beau, c'est pareil. Ou de pas sortir à poil dans la rue. Tu vois, tu vois, les gens qui disent, non, mais moi, je le fais pour moi.
C'est pas vrai. En fait, tu le fais par norme sociale. Oui. Si tu étais tout seul sur une île déserte, tu serais sans doute à poil. Ouais. Tu vas pas te faire chier à te laver tous les jours et à mettre des t-shirts propres. Enfin, Ouais. c'est pas vrai. C'est juste pas vrai, en fait. Et alors, attends, du coup, je me suis complètement écarté de ta question. En tant qu'artiste, l'engagement. Donc ça peut Ah oui, et ressembler à l'engagement quoi? et le. Alors, le militantisme. Alors, attention. Le militantisme, pour moi, c'est utile et important. Donc, je suis pas contre le militantisme. Ouais. C'est juste que moi, effectivement, ce que je vois dans le militantisme, qui souvent fait bouger les lignes, quand même, c'est que effectivement, tu arrives avec une vérité. Et à partir du moment où tu as une vérité, ce que tu disais, ça devient un combat. Et c'est encore plus vicieux que ça. C'est-à-dire que quand tu es militant, tu n'as pas d'intérêt à ce que ton combat se gagne, parce qu'en fait, ça dépend du coup tu es militant, mais si ton combat devient ta raison d'être, bah, du coup, tu n'as aucune raison que ton combat aboutisse, parce que sinon, derrière... sinon, tu n'as plus de raison d'être. Et ça arrive très régulièrement, en fait. Et tu le vois... Oui, parce que tant mieux si un combat réussit, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien oui, tu n'as plus de raison d'être, donc du coup, tu vas te battre sur des micro-détails. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Tocqueville, où en fait, quand une réalité advient, le petit reste qui est toujours là te semble complètement insupportable. Oui. Oui, c'est pas parfait. Ça sera jamais parfait. C'est vrai. Il y aura toujours un désaxé qui va frapper une femme, tu auras toujours un désaxé qui va tuer un noir. Tu auras toujours ça, à un moment donné. Et ça va te redonner, et donc du coup tu vas faire une sorte de combat, et tu es là, tu mets, en vrai il n'y a plus de combat, enfin pas sur ces sujets-là en l'occurrence, mais il n'y a plus de combat. Et encore que, en réalité, si tu regardes la violence envers les Noirs, et tu vois, il y a encore eu des actes là, et moi ça me, tu vois, étant moi-même tu vois, métis, et donc me sentant noir en tout cas d'une manière ou d'une autre, ça me choque. Mais la réalité, si tu regardes de manière purement statistique, c'est qu'il n'y a jamais eu aussi peu de violence envers les Noirs. Enfin, sur toute l'histoire. Tu vois. Donc, bon, d'un côté, ça te semble insupportable, et de l'autre côté, si tu raisonnes, tu dis, ah oui, en fait, en vrai, il n'y en a plus beaucoup. Après, là, en l'occurrence, il y a tout un truc, c'est des flics qui ont tiré sur un Noir, et ça arrive trop régulièrement, et donc il y a un rapport à l'autorité, etc., et tu te sens pas en sécurité. Bon, c'est encore autre chose, tu vois. C'est une chose qu'un désaxé tue un Noir, c'est une autre chose qu'un policier tire, en l'occurrence, il n'est pas mort là, mais tire sur un Noir. C'est deux sujets différents. Mais donc, il y a ça, et le militantisme, il peut être vicieux à cet endroit-là. C'est-à-dire que tu n'as pas d'intérêt à ce que ton combat aboutisse. Tandis que l'engagement, pour moi, c'est moins puissant, parce que tu peux être plus conciliant. Tu vois, on reproche par exemple à la WWF d'être trop dans l'engagement et pas assez dans le militantisme, parce que du coup, ils travaillent avec les entreprises, et donc du coup, ils ne font pas bouger suffisamment les lignes. Bon. Moi, je suis plutôt de ce côté-là, parce que je suis pas radical, en fait, simplement. Je suis radical dans rien. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai réduit ma consommation de viande, mais j'en mange quand même. Maintenant, j'ai vraiment du mal à prendre l'avion, mais je le prends quand même. Vivre avec tes paradoxes. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai conscience de ce que je fais. Je dis qu'il faut... Enfin, voilà, j'ai une moto. Enfin, tu vois ce que je disais tout à l'heure, j'ai un iPad, j'ai un Mac, j'ai un iPhone. Donc, voilà, j'ai conscience de ce que je fais quand même. Et pourtant, j'ai conscience de la pollution numérique, j'ai conscience, tu vois, de ce que ça implique. Et donc, je vais être plutôt engagé dans la transformation, aider éventuellement, enfin, je sais pas si j'aide, mais participer à l'évolution des personnes en ayant des conversations sur le sujet, mais pour les aider juste à s'éclairer. Après, moi, je pense que ça va dans le bon sens et que c'est comme ça qu'il faut le prendre, parce que effectivement, tu as un risque quand même quand tu dis à quelqu'un qui vit mal et que sa manière de vivre, c'est de la merde, ou que ses croyances, c'est de la merde, qu'il se braque. C'est logique. Enfin, si tu me dis tes croyances, c'est de la merde, a priori, je vais me braquer. Enfin, je vais prendre une position de défense, ce qui est assez naturel quand même. Tu vois, et c'est un peu, tu sais, tout le concept de la communication non violente. Bon, on va pas aller là, mais c'est un sujet intéressant. Mais c'est un sujet aussi, tu vois. Et bien sûr que si tu reproches à l'autre la manière dont il est, la seule résultante... Pas construire des ponts. Oui, non, tu n'es pas en train de construire un pont, là. Tu es en train de mettre de la dynamite sur le pont. Donc, c'est la limite du militantisme. Mais, encore une fois, c'est hyper utile et important. Donc, on pourrait dire, du coup, que, notamment pour les artistes, c'est réussir cette équation économique d'un côté commercial pour pouvoir subvenir à ses besoins et, du coup, aussi revoir peut-être... remesurer ce qui nous va et qu'on n'a pas forcément besoin du dernier iPhone, etc. Et on pourrait dire du coup qu'une fois que l'équation économique elle est
régler avec aussi un baromètre peut-être moins dur que ce que nous impose la société, entre guillemets, s'engager à côté pour développer un nouveau récit. Je crois que je suis convaincu que tu as raison. Le pire là-dedans, quand tu dis le baromètre, c'est que c'est même pas la société qui nous l'impose, c'est notre manière de fonctionner humain. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain, il évolue pas si vite que ça. Non. Slow learner. Oui, mais vraiment slow, tu vois. Ça évolue très peu rapidement. Donc, on a des instincts grégaires très, très, très forts. Et donc, la peur de manquer, qui est un instinct grégaire hyper fort, elle est là. Donc, en fait, même si demain, tu touches 150 000 euros, tu vas dire, oui, mais en fait, potentiellement, je vais manquer. Et en fait, ça ne s'arrête. Et en fait, le truc, et c'est là où c'est vicieux, c'est que ça ne s'arrête jamais. Moi, j'ai rencontré des gens qui, et ça va peut-être faire hurler les gens qui vont nous écouter, mais qui ont gagné 5 millions et qui te disent, non, mais tu sais, pour avoir une indépendance financière, en fait, il en faut 25. Et en fait, tu croises des gens qui en ont 25 et qui te disent, ouais, mais en fait, tu sais, ceux que je connais qui sont vraiment bien, en fait, ils ont plutôt 100. Et en fait, alors là, c'est une spirale infernale, quoi. C'est une spirale totalement infernale et à des niveaux plus légers, tu vois, qui ont été étudiés. Quand tu demandes à quelqu'un qui gagne 25K par an combien il faudrait pour être vraiment heureux, il te dit 50. Quand tu demandes à quelqu'un qui touche 50, il va te dire 120. Quand tu demandes à quelqu'un qui touche 100, il va te dire 250. Et en fait, ça ne s'arrête. Et ça, c'est des vraies études. Donc là, c'est pas, tu vois, des amis à moi qui m'ont dit machin, mais vraiment des études, ça a été étudié. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc en fait, faut vraiment faire attention. Et donc, c'est un acte de conscience. C'est pas juste, faut pas juste écouter son corps ou écouter sa tête. Il faut, tu vas prendre un tout petit peu de recul et se dire, attends, en fait, là, je suis bien, en fait. Ça va aller. Alors, effectivement, je peux pas m'acheter le dernier bateau, je peux pas m'acheter la plus grande maison avec jacuzzi et machin. Mais vraiment, est-ce que j'en ai besoin, tu vois? Enfin, je suis pas sûr. Ça va, en fait. Alors, effectivement, je peux avoir un appartement de 400 mètres carrés à Paris et puis prévoir pour les vieux jours et puis prévoir pour mes enfants ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, tes enfants, ils vont très bien se débrouiller eux-mêmes. Et ce qu'ils ont besoin, c'est d'intelligence émotionnelle, c'est de liens, tu vois, beaucoup plus que de voir un père absent ou d'une mère absente parce qu'elle bosse toute la journée, quoi, tu vois, enfin, à un moment donné. Donc, effectivement, une fois que tu as atteint ce truc où tu te dis, en fait, là, ça va, et ben, donner de l'énergie pour agir et transformer les récits. Je pense que c'est indispensable pour les artistes, mais pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde, non, bien sûr, oui. Et toi, pour terminer, en tant que spécialiste du marketing, sachant que pour beaucoup de créatifs... Ça fait un peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Le mec qui fait du marketing et qui parle de tous ces sujets. Non, mais tu dis avec tes paradoxes, c'est bien. Enfin, je veux dire, je pense que si on a cette honnêteté tous... Enfin, bref. Et oui, je pense que pour beaucoup de créatifs, rien que réussir l'équation économique, en fait, c'est déjà... c'est énorme. C'est déjà beaucoup. Pour la majorité. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, comment dire, le confort matériel ou l'équation économique parfaite n'existe pas. Et du coup, c'est vivre avec ce paradoxe pour réussir, enfin, pour pas réussir, mais pour s'engager à côté. Malgré tout, vivre dans cette tension économique et de l'engagement, c'est compliqué. Et tu parlais tout à l'heure du marketing pour raconter ces nouveaux récits. Quel conseil tu donnerais aux créatifs en tant que personne dans le marketing pour réussir, si tu veux, tu vois, à raconter cette histoire tout en nous permettant de nous engager culturellement, quoi. Grosse question. Pour terminer, elle a un peu de légèreté. Elle est légère. Donc, effectivement, tu as raison. D'abord, cet équilibre financier n'existe pas. Donc, en fait, il n'est que dans ta tête. Ça, c'est important de le saisir. Moi, je me suis arrêté à 70 000 euros par an et je trouve ça très bien. Et voilà. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas du tout millionnaire. Tu vois, je ne gagne pas des milliers et des cents non plus. Mais enfin, franchement, je vis très bien comme ça, quoi. Bon, après, on pourra me targuer que je n'ai pas d'enfant, etc. Mais bon. Ouais. Bien sûr, chaque situation est différente. Voilà. Pour réussir en tant qu'artiste... Ou la question du marketing, qui est une question qui tend souvent... Parce qu'on a du mal à se vendre. Tu sais, c'est un peu... Bien sûr. Ouais. Tout le monde. C'est très... Alors, moi, je pense que d'abord, c'est peut-être étrange de dire ça, mais il faut toujours demander à quelqu'un d'autre de nous aider. Parce qu'en fait, et moi y compris, c'est très compliqué de se vendre soi-même. Enfin, c'est ce que tu disais, c'est parce que complexe de l'imposteur, parce que tu as un mauvais recul sur toi-même, parce que pour plein de raisons,
c'est compliqué de se vendre soi-même. Donc, Ouais. moi, j'aurais tendance à dire, fais-toi aider par quelqu'un d'autre, un ami. Pas besoin d'être un expert du marketing, tu vois, mais pour avoir un recul sur toi-même. Donc, ça, voilà. Ensuite, moi, ce que j'observe, c'est beaucoup de gens qui s'empêchent eux-mêmes. Mhm. Donc, c'est pas grave, mais juste en avoir conscience. C'est-à-dire se dire, en fait, je suis la personne qui m'empêche le plus de réussir. Souvent, on dit, tu sais, cette expression un peu connue qui dit, les gens n'ont pas peur de réussir. Ils ont pas peur de ne pas réussir, ils ont peur de réussir. Ouais. Donc, bon, c'est une phrase un peu facile, mais moi, je l'ai constaté quand même pas mal. Ensuite, choisir un créneau qui est le sien et s'y tenir. Souvent, ça, c'est un bon conseil. C'est-à-dire, si tu es super fort dans un truc, eh ben, creuse ce sillon-là, en fait. Et ne fais pas les trucs qui sont cool à la mode parce que ça a la cool à la mode. Fais ton sillon et deviens la meilleure personne qui fait ce truc-là en particulier. Voilà. Après, c'est rencontrer des personnes. Bah, après, c'est des conseils un peu basiques, mais rencontrer des personnes, faire connaître ton travail. Et ça, tu peux le faire à travers des médias. Tu vois, comme toi, tu as créé ton podcast. Comme moi, j'ai créé mon podcast. Et ça paraît anecdotique et en fait, c'est essentiel parce que les gens savent que tu existes, entre guillemets. Donc, à partir du moment où les gens savent que tu existes, bah, ça change vachement la dimension des choses. Parce que d'un coup, tu vas avoir des clients, en fait. Ils vont se dire, ah bah tiens, je lui fais confiance parce que il en parle tout le temps, je l'écoute, donc voilà. Et après, la question, c'est, par exemple, toi, tu as fait un podcast pour les créatifs, donc tu vois, ça sera jamais tes clients, en vrai. Oui, non. Donc après, tu peux te poser la question. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah ouais, moi, mon podcast, à la base, c'était un podcast de marketing parce que bêtement, je me suis dit, bah, en fait, les gens qui vont écouter, c'est les marques. Donc, du coup, ça va me faire des clients. Enfin, tu vois. Maintenant, mon podcast, il est plus du tout là-dessus. Oui, Donc, ok, ouais. ah bah oui, ça dépend à qui tu veux t'adresser. Hein T'as vu. Tu vois, si tu fais un podcast sur comment les créatifs versus marque, bah, t'auras vachement, et que tu t'adresses aux marques, bah, tu auras vachement plus de clients potentiellement qui vont t'écouter. Enfin, tu vois, c'est logique. Ouais, c'est vrai. Si tu fais un podcast pour les créatifs, bah, les pauvres, c'est ceux qui cherchent à gagner. Ouais, c'est vrai. Donc, ils vont pas pouvoir. Voilà. Donc, c'est un exemple simple. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est important de le comprendre quand même. Ouais. Donc, créer du contenu. Alors, bien sûr, quand tu es créatif, par essence, tu crées du contenu. Ouais. Et ne pas peur d'aller voir les gens, je crois, dans la rue, sur Internet, pour faire parler de ton travail. Parce qu'après, c'est aussi une question de chance. Alors, la chance, qu'est-ce que c'est ? Il y a un cours génial sur la chance. Si tu mets, je pense que c'est cours sur la chance, tu le tapes. Tu vas retomber sur un cours qui dure 5-6 minutes sur YouTube. Et le mec t'explique, en fait, la chance, c'est surtout la capacité à voir les opportunités. Ouais. Bien sûr. Et il y a une étude qui a été faite, je ne pense pas que lui en parle, mais qui est super intéressante, où tu demandes aux gens de se mettre dans 2 rangées, ceux qui ont la chance et ceux qui n'ont pas de chance. Et en fait, ils vont remplir un questionnaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'expérience, c'est pas ça, c'est qu'ils mettent un billet de 100 € entre les deux fils, et ceux qui ont de la chance, qui pensent avoir de la chance, ils le voient quasiment tous. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de chance, ils le voient pas. Ouais. Et c'est vachement intéressant parce que c'est une vraie étude qui a été réalisée. Et c'est, en fait, quand tu n'as pas de chance, c'est qu'en fait, tu te le dis, quoi. Tu te le dis. Et tu crées ta propre réalité. C'est-à-dire que tu ne vois pas les opportunités. Tu ne le vois pas comme ça, en fait. Et quand tu as de la chance, en fait, tu as une proportion naturelle, mais qui peut aussi se travailler, à voir les opportunités. C'est juste, tu vois, un petit peu tout. Je te parlais au tout début de se réveiller en pensant qu'est-ce qui va bien se passer, qu'est-ce qui va être cool dans la journée, et s'endormir en disant qu'est-ce qui a été cool dans la journée. Tu peux aussi te dire, putain, qu'est-ce qui s'est merdé dans la journée et qu'est-ce qui va être pourri dans cette journée qui vient. Ouais. Bah, c'est 2 manières de voir le monde. Hein. Et c'est que tu vois, c'est ta manière d'envisager les choses. Ouais. Et ça, c'est ton choix. Il y a une proportion naturelle, mais après, c'est quand même un choix que tu fais. Plus ou moins conscient, mais voilà. Souvent inconscient. Mais si tu l'es de manière consciente, c'est plus intéressant. Donc, aller voir les gens, s'ouvrir aux opportunités, les voir, en fait. Et voilà, je pense que c'est quand même les bonnes manières de faire. Après, tu peux rentrer dans le détail de comment je communique, comment je tire profit de ce que je fais au maximum. Par exemple, j'étais avec une amie danseuse hier que je lui expliquais que c'était important à l'époque qu'elle se mette sur Instagram parce qu'en fait, elle était aussi égérie pour des marques. Et je lui dis, mais en fait, une égérie qui n'a pas de compte Instagram ou qui est très faible sur Instagram, en fait, demain, que tu sois danseuse ou que tu sois athlète, en fait, ce qui va compter, c'est si ta capacité à faire... voilà. Donc, tu vois, c'est ne pas avoir peur de se mettre en France, en particulier, on n'aime pas trop se mettre en avant. Oui. Culturellement. Voilà. On peut t'accuser de faire du brand
de faire de toi-même une marque. Ouais. Et en fait, c'est problématique parce que c'est bien de le faire. Ouais. Pourquoi c'est bien de le faire? C'est bien de le faire parce que simplement, si les gens ne te connaissent pas, ils vont pas penser à toi. Et tu dois le faire de manière régulière. Ouais. Il faut que les gens pensent à toi. Alors, ça peut être de créer une newsletter, ça peut être sur un sujet en particulier ou autour de ton travail. Bon, je le ferai plutôt autour d'un sujet particulier. Ça peut être d'avoir un podcast, ça peut être de faire une chaîne YouTube, ça peut être d'avoir un blog, ça peut être j'en sais rien, faire une expo dans la rue au même endroit tous les jours. Ça peut prendre plein de formes différentes. Et puis après, tu peux aussi te dire que peut-être, on est tous plus ou moins artistes, mais tu peux aussi te dire que ça sera peut-être pas la manière dont je vais gagner ma vie et c'est pas grave non plus. Tu vois, tu peux aussi faire d'autres choses à côté qui te permettent de gagner ta vie. Tu vois, il y a plein de... Mais ce que je trouve fou, c'est... tu vois, tu parlais des réseaux sociaux. Par exemple, en ce moment, je sais que toi aussi, tu as un rapport un peu compliqué aux réseaux sociaux. On parle de la performance, la culture de la performance au tout début. Et tu vois, en faisant ce podcast, au fur et à mesure du temps, évidemment, tu accumules du savoir et des expériences des autres. Et les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, me font tomber dans cette culture de la performance. Parce que je me dis... naturel. Aussi, tu vois, j'aime bien écrire et parfois j'écris des trucs très spontanés et ça marche, mais j'ai l'impression que ça marche que quand c'est spontané. Parce que maintenant, quand tu sais toutes ces choses, ou quand on parle de stratégie ou quoi que ce soit, ou de marketing, ou tu perds une certaine spontanéité. Et aujourd'hui, je sais que là, à l'instant T, je sais que d'une certaine manière, pour faire tourner mon entreprise en tant qu'illustrateur, notamment Instagram, c'est super important et je l'ai toujours fait. Mais aujourd'hui, je ressens cette pression il faut que tu fasses un post et qu'il soit aussi, pas que de la promotion, mais qu'il soit généreux. Et donc, tu vis dans ce paradoxe super chiant où tu dois te mettre aller donner, mais je tombe dans cette performance, tu vois. Enfin bref. Non, mais c'est naturel. J'ai perdu une certaine naïveté, tu vois. Mais aussi parce que ça a commencé à marcher. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Après, les réseaux sociaux sont construits autour de cette performance, du like, du commentaire, de l'engagement. L'engagement. L'engagement, c'est un moyen pour réussir à faire d'autres choses. C'est pas grave. Et après, il y a des tips and tricks, tu vois. Et même ça me fait grincer des dents, les tips and tricks. Mais c'est vrai. Tu vois, en ce moment, tu vois, la bien-pensance. Mais tant que tu joues avec. Ouais, jouer, c'est pas mal ça. Tu vois, tu joues en fait. Tu vois, il y a des règles du jeu, tu joues avec les règles. Bon, c'est pas grave. Moi, ça me semble pas. Tu peux te dire, non, mais là, je me respecte pas. Moi, je suis quelqu'un de pur. Personne n'est pur. Non. Enfin, je veux dire, faut arrêter de déconner. Je veux dire, les artistes qui vont dire, non, mais moi, tu vois, je suis super pur. Arrête, en fait. Juste, arrête de te foutre de ma gueule. Personne n'est pur. Et tu te fous de ta propre gueule. Oui, c'est ça. Si tu y crois, en plus, c'est le pire. Tu vois, c'est genre, pardon, mais là, travaille un peu sur toi parce que franchement, il y a du boulot là. Et personne n'est pur. Ça va. Il y a des règles du jeu. La règle d'Instagram, d'avoir des likes, des commentaires, c'est fine. Tu sais quoi, Mais tu sais, par exemple, par rapport au geek un peu Instagram, là, mais tu sais, genre, faudrait poster plutôt à telle heure de la journée. Oui, bon, faut peut-être pas délirer. Moi, je vais pas dans ce niveau de détail. Ouais, mais tu vois, depuis que je suis devenu papa, donc il y a 2 ans, mon emploi du temps, il est passé par la fenêtre. Genre, tous les jours, c'est des scénarios qui changent constamment. Ou, par exemple, moi, je suis plus du matin, mais par moment, le matin, ça fout le camp parce que je dois m'occuper du petit, parce que ma femme peut pas. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Ce qui fait que moi, de base, je suis quelqu'un d'assez discipliné et de réussir à jouer avec les tips and tricks, les règles du jeu, etc. Aujourd'hui, je suis plus dans une attitude de je le fais quand je peux et j'essaie de le faire de manière organique et ça me va. Mais malgré tout, je vois que mes amis qui, par exemple, c'est pas du tout une critique, mais un constat, par exemple, qui n'ont pas d'enfants, par exemple, et qui jouent, qui sont super militaires sur les règles du jeu, ça fonctionne à mort. Et moi, de mon côté, je suis genre, mais en vrai, si je voulais, la question de l'enfant, c'est une excuse. Parce que je pourrais, tu vois, genre, aller dans la chambre, m'isoler, faire le truc et puis revenir. Mais j'ai pas envie de tomber dans ce niveau d'être militaire. Tu vois. Après, ça dépend. Moi non plus. Mais parce que en fait, ça m'intéresse pas. Ouais. Tu vois, et c'est parce que peut-être que tu as dépassé ce concept de réussite et qu'en fait, tu es bien comme ça. Et tu vois, est-ce que vraiment ça va fondamentalement changer ta vie? Oui, non. C'est l'injonction de plus, toujours plus, en fait. Oui, on revient à ça. Je suis pas certain, en fait. Non.
Enfin, moi aussi, moi, je connais super bien les règles du jeu, tu vois, je les apprends aux marques, donc, et puis je les apprends à des artistes, donc je les connais très, très bien. Est-ce que pour autant, j'ai envie de les jouer je joue avec de temps en temps, mais enfin, franchement, c'est lourd, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, j'ai pas envie, ça me fait chier. On en revient à quelque chose d'organique. Bah, moi, je préfère. Mais bon, après, c'est parce que chacun trouve son équilibre en soi. Moi, j'ai eu une forme de célébrité quand j'avais mon blog. Tu vois, je passais sur le journal du TF1, je passais dans Envoyé spécial. Je Ah, ok. passais, D'accord. mais j'ai eu... Ouais, avant, tu vois, il y a des Ouais. années. Ouais. Donc, j'ai connu tout ça. Et c'est hyper enivrant, hein, vraiment. Mais bon, enfin... Après, je sais, par exemple, tu vois, que c'est important d'avoir des médias pour une forme de crédibilité. Donc, je joue avec. Je vais même le chercher. Enfin... Parce que c'est important d'avoir de la crédibilité, parce que ça me permet d'avoir des clients et ça me permet de continuer à faire ce que je fais. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est aussi con que ça. Donc voilà, et tu joues avec les règles du jeu et c'est OK. Enfin, moi, je trouve ça OK de jouer avec les règles du jeu. Mais bon, peut-être que je me mens moi-même, hein, c'est possible aussi. Oui, enfin. Jouer avec les règles du jeu en conscience, Ouais. en ayant conscience de ses paradoxes et aussi de tirer son épingle du jeu pour pouvoir aussi s'engager à Et côté. pour tirer ton épingle du jeu, il faut surtout pas suivre le mainstream. Ouais. Je pense. Pas, enfin, bon, après. Mais soyez vous-même, toutes les autres places sont prises. Okay, ouais, il y a ce truc-là, mais c'est surtout en tant que consultant comme moi ou artiste, si tu commences à faire, je sais pas, enfin la même chose que tout le monde, où tu recopies ce que font déjà d'autres gens, mais tu le fais moins bien. Tu vois. Par contre, par exemple, sur le podcast, moi, je suis convaincu que les meilleurs podcasts n'existent pas encore. Ça, je suis super convaincu qu'il y a des tonnes de place à prendre. Tu peux, tu vois, là, il y a Instagram qui a lancé Réel pour concurrencer TikTok. Je pense qu'il y a de la place à prendre sur Réel. Ouais. Tu vois, si tu passes du temps à comprendre comment ça marche, ce que je fais pas du tout, mais ouais. tu vois, je sais bien que, par exemple, moi, si je voulais être plus connu sur Instagram, je devrais faire du réel, parce qu'en fait, quand tu fais du réel, comme il n'y en a pas beaucoup encore, des très bons, bah, du coup, Instagram te met en avant dans la page recherche, Ah oui, bien sûr. et donc ça remonte, et donc tu gagnes des followers. Est-ce que j'ai envie de le faire? Franchement, ça me saoule, quoi. J'ai pas le temps, ça me fait chier. Puis j'ai passé l'âge, tu vois, c'est bon. Ouais. Mais par contre, pour ceux qui écoutent et qui ont envie de le faire, si tu veux être connu sur Instagram, bah fais du réel. Franchement, prends-toi un peu la tête et fais-le, quoi. Ouais. Et tu vas gagner des followers, hein, c'est sûr. Un truc aussi que... Enfin, si vraiment c'est ça, des tips and tricks donc, que tu veux, moi j'en ai plein des tips and tricks. Hein, mais bon, faut avoir envie de le faire, quoi. C'est juste... Il y a aussi ce truc de se rapprocher des nouvelles initiatives, parce que tu parlais de réel qui est tout nouveau, donc du coup, toutes les places sont à prendre. Le truc, c'est qu'on a tous envie, prenons, je sais pas, on a tous envie de bosser pour le New York Times, tu vois, par exemple. Mais en fait, c'est bouché, tout le monde veut aller là-bas, ou tout le monde veut être exposé dans telle galerie, etc. Mais de se rapprocher des plus petits médias ou des plus petits clients qui sont en alignement avec là où tu as envie d'aller, mais qui sont moins connus, ben en fait, il y a plein de places. Et moi, c'est quelque chose que j'observe, de me rapprocher des petites initiatives. Ouais, c'est bien. Enfin, en fait, le truc, c'est que ça dépend. Encore une fois, là, on va revenir sur cette notion de succès. Moi, je serais hyper satisfait à la fin de ma vie si j'ai créé des liens et si j'ai réussi à transmettre des choses à des personnes, à les toucher dans leur âme. Voilà, tu vois, pas... je me dirais pas j'ai réussi ma vie parce que j'ai bossé X heures par mois ou parce que j'ai acheté, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, ce que tu as acheté, en vrai, tu auras oublié. Donc, c'est les liens que tu crées qui sont importants. Et en tant qu'artiste, pour moi, encore une fois, je suis pas un artiste, mais pour moi, ce qui va compter, bien sûr que la reconnaissance du public, c'est important, mais si tu arrives à toucher des âmes, et peut-être que tu n'auras pas le succès commercial absolu. Alors, par succès commercial, j'entends un truc, tu vois, genre Marc Lévy, admettons. Mais est-ce que Marc Lévy, je pense qu'il fait d'autres choses, en fait. Parce qu'en plus, c'est un mec intéressant, en l'occurrence. Je pense qu'il fait d'autres trucs que ses bouquins. Je pense que ses bouquins, c'est juste un moyen pour faire d'autres choses. Enfin, j'espère pour lui que ses bouquins, c'est juste un moyen pour faire d'autres choses. Je pense pas qu'il soit très fier de ses livres. Ou alors, il peut se dire aussi, finalement, j'amène à la lecture des gens qui, a priori, ne lisaient pas. Pourquoi pas? Enfin, tu vois, moi, j'ai pas de jugement à porter. Donc après, ça dépend qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait. Il faut vraiment réfléchir. Tu vois, on parle beaucoup de raison d'être pour les marques. Je pense qu'il faut réfléchir à ta raison d'être en tant qu'artiste. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? C'est quoi ton objectif? Pas d'être connu, pas de gagner de l'argent, c'est pas ça. C'est fondamentalement qu'est-ce que tu veux faire. Et à partir du moment où tu es en paix avec ça et que tu arrives à le définir, bah, du coup, tu fais tout pour y arriver.
Et peut-être que oui, effectivement, tu ne seras pas l'artiste le plus reconnu, peut-être que tu ne seras pas l'artiste le plus riche, mais est-ce que vraiment c'est important? Je serai une trace. Je sais même pas. Enfin, tu vois, je pense que ça, c'est très lié à la peur de la mort. Tu vois, on revient Ah à la oui, discussion du début, ouais. mais laisser des traces, enfin, Ouais. c'est très relatif. Ouais. C'est une sorte de laisser des traces. Tu mets une trace dans le sable, et puis elle va être balayée par une vague au bout d'un Ouais. moment. Enfin, tu vois, ça va assez vite, Ouais. la trace dans le sable, mais je pense que les traces qu'on laisse, bon, à moins de devenir Picasso, Ouais. c'est ce que je le souhaite à tout le monde, hein, mais et même Picasso, enfin, tu vois. Pour donner un exemple là-dessus, ce que je trouve assez rigolo, je crois que c'était une vidéo de Kanye West et il jouait il était accompagné par un guitariste assez vieux qui se trouvait être Paul McCartney. Okay. Et tu as des gens qui ont tweeté ou partagé sur Instagram, quand même, Kanye West, c'est un mec bien, il donne sa chance même à des vieux guitaristes. Et si tu veux, donc oui, tu vois, les Beatles, Paul McCartney, et déjà des gens qui sont encore, alors qu'il est toujours en vie, gens qui c'est sont déjà un vieux. En fait, il savait pas qui c'était. Non, c'est fini en fait. Donc il a laissé une trace et en même temps, les gens ils savent même plus qui c'est, quoi. Ouais. Donc tu vois, laisser des traces, oui, bien sûr. Je pense que c'est surtout, je pense qu'il faut se mettre au clair avec la peur de la mort qu'on a tous et toutes. Il faut être au clair avec tout ça. Et à partir du moment où en tant qu'artiste, tu es au clair avec ce que tu cherches à faire, oui, en fait, ça change quand même pas mal de choses et tu vas pouvoir redéfinir ta notion du succès à toi. C'est ça. Tu définis un gouvernail, le why de Simon Sinek. Exactement. Et puis, si toute ta vie, tu tends avec les paradoxes vers là... c'est super. Super. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Greg. C'était super. Merci beaucoup à toi. C'était ma discussion avec Grégory Puy. Un grand merci à lui pour son temps. Si les propos de Grégory ont titillé votre curiosité, allez écouter son excellent podcast Vlan. Pour sûr, ça risque de vous plaire. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est grâce à Grégory que j'ai moi-même découvert certains des invités que vous avez pu apprécier sur ce podcast. Je pense notamment à Angelo Follet ou encore Mayua. Et puis évidemment, suivez-le sur les réseaux sociaux @GregFromParis et n'oubliez pas de vous procurer son fameux livre Insoutenable Paradis dont nous avons discuté aujourd'hui. Si cette discussion vous a plu et que vous ne voulez plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, rien de plus simple. Abonnez-vous. Eh bien oui, abonnez-vous sur vos applications de podcast, à ma newsletter et sur les réseaux sociaux. De cette manière, pour sûr, vous pourrez crâner lors des vernissages. Comment ? Tu n'as pas encore écouté le dernier épisode de Sens Créatif ? Mais enfin, c'est incroyable, c'est de la mauvaise foi. Impossible de louper un épisode. Il suffit de t'abonner. Ah, vous me direz merci. Je termine en te remerciant toi. Oui, toi qui prends le temps de me laisser 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, à l'image de Lord Sinclair qui écrit « Vous pouvez prendre n'importe quel épisode, vous en retirerez forcément quelque chose d'intéressant. Une pensée, une réflexion, une façon de faire, un conseil, j'en passe et des meilleurs. Un podcast d'une grande richesse pour les créatifs. Merci Lord Sinclair. Merci à vous tous qui commentez ou partagez ce podcast. C'est grâce à vous que Sens Créatif continue de se développer. On forme une équipe ! Et en parlant d'équipe, si vous êtes vraiment fan de l'état d'esprit du podcast, pourquoi ne pas rejoindre le club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon ? Et pourquoi je ferais ça, mon bon Jérémy ? Eh bien, parce que Sens Créatif, c'est plus qu'un podcast, c'est une communauté. Une communauté qui transcende les frontières. Une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, collaborent, échangent et s'inspirent les uns les autres. C'est l'expérience Sens Créatif, mais en vrai. D'ailleurs, à partir du mois d'octobre, et ce, exclusivement pour les Patreons, j'organiserai des rencontres mensuelles à Paris. Une date, un lieu, une heure, et hop, l'occasion pour vous de rencontrer d'autres créatifs, des auditeurs du podcast, et d'échanger autour de ce fameux sujet qui nous passionne tous, les métiers créatifs. Et si rejoindre la communauté Sens Créatif sur Patreon, ça vous botte, mais que vous n'habitez pas sur Paris, pas de souci. Nous avons également un groupe de discussion privé sur WhatsApp, ainsi qu'une plateforme Discord. Absolument. Et en parlant du Discord, si vous avez moins de 30 ans, je suis sûr que vous savez ce que c'est. Pour les autres, c'est comme un forum, mais avec toute la technologie qu'on connaît aujourd'hui. Et croyez-moi, ça papote sévère. Avoir un agent ou pas, comment démarcher des clients, trouver son style, travailler pour l'étranger, sont autant de sujets qui sont abordés avec passion sur cette plateforme. D'ailleurs, vous êtes un peu moins de 100 à avoir rejoint le Discord en l'espace de quelques semaines. Attends. Tu as 100 Patreons ? Ah oui,
Pardon, j'ai oublié de préciser, la plateforme Discord est ouverte à tous, mais en partie. Pour accéder aux nombreuses zones secrètes et mystérieuses de la plateforme, rejoignez le Patreon. Je mettrai le lien du Discord dans les notes de cet épisode. Et pour rejoindre la communauté Sens Créatif, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast. Allez, je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuyMusique ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Merci également à Adrien Grenier pour le montage de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao.